Bon, bonjour à tous. On va essayer de pas trop prendre de retard. Donc, on va passer à une session un peu plus pédiatrique, donc sur la scoliose de l'enfant. On va tout de suite laisser la parole à Tristan Langlais, donc de Toulouse, pour nous parler du dépistage et de la présentation clinique des scolioses. Et puis, peut-être, bon, on verra si on pose les questions entre les deux, puis ensuite on passera à la deuxième partie. Ouais. Bonjour à tous, donc je suis chef de clinique à Toulouse. On va aller relativement vite sur ces premières parties pour pouvoir discuter un peu plus de chirurgie à la fin avec les topos de Sébastien et de Brice. Pour la présentation clinique, assez classique, le motif de consultation, souvent quand ils arrivent chez les plus jeunes, c'est peut-être cette gibbosité qu'on voit sur les patients allongés, en tout cas cette surélévation un petit peu du dos. Ils peuvent venir aussi, j'avais pas de photo, mais pour une asymétrie costale, hein, souvent les 2-3 ans, les parents ils disent il y a une côte un peu plus protubérante que l'autre, donc on examine le dos. Chez le plus jeune âge, souvent ça peut être une asymétrie de l'omoplate, avec une omoplate un tout petit peu plus haute que l'autre omoplate. Il faut savoir dépister une déformation rachidienne ou une asymétrie du galpe des épaules. Et à l'adolescence, souvent, ils viennent vous voir pour aussi une asymétrie de l'omoplate, mais également une asymétrie de la taille. La première question que vous devez vous poser en consultation, pour être vraiment pratique, c'est est-ce bien une scoliose? Donc pour ça, je ne vais pas vous refaire les topos qu'on a fait pendant les cours ou ailleurs, mais la gibbosité, le test d'Adams, vous connaissez tous. On analyse la patiente de face, de dos, hein, pour voir le signe de la lucarne, le galbe des épaules et le profil où on peut remarquer la plupart des temps un dos plat. Et quand on se dit c'est bien une scoliose, ce qu'il faut surtout penser, c'est ce qui n'est pas une scoliose. Donc déjà, quand vous avez la patiente de gauche qui arrive avec ce bassin qui est complètement oblique, vous vous dites, un bassin oblique à 10 ans, c'est une patiente en bonne santé, il y a un souci. Donc déjà, vous la regardez de dos, et vous pouvez voir, alors moi je me mets sur les petites fossettes là, des épiniliaques postérieures, les deux petites fossettes, et le but c'est de les aligner. Donc je mets une cale et cet enfant, elle a une inégalité de longueur de membre et elle n'a pas de scoliose, d'accord? Parce que si vous la faites pencher en avant avec la cale, il n'y a pas de gibbosité. Ensuite, vous avez les rachis raides et douloureux, les attitudes scoliotiques, et vous devez y penser, notamment quand on voit cette radio, on voit qu'il n'y a pas de rotation vertébrale et qu'il n'a probablement pas, il n'a pas de gibbosité. Il a un rachis raide et douloureux, vous éliminez en premier une tumeur ou une infection, comme dans ce cas. Une fois que vous avez dit, c'est bien une scoliose, vous vous dites, est-ce qu'elle est idiopathique? Et là, donc, la première chose que vous faites, c'est toujours dans votre démarche, tout ça, ça vous prend à peu près 3-4 minutes en consultation. Est-ce bien idiopathique? Vous vous dites quel âge a l'enfant? L'enfant, s'il a moins de 3 ans, je ne vais pas vous faire la classification, mais c'est une infantile, juvénile 1, juvénile 2, juvénile, en tout cas les juvéniles, et ensuite les scolioses de l'adolescent dès les premières règles. Parce que vous vous dites, vous savez que les scolioses de l'adolescent, il y a plus de chances qu'ils soient idiopathiques que les infantiles ou que les juvéniles. Et vous vous dites, est-ce que c'est un homme ou un garçon? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Une fille ou un garçon, une infantile, le ratio il est de 50-50 dans les scolioses idiopathiques. Alors qu'un garçon qui vient en consultation à 14 ans, qui a une scoliose, vous vous dites, attention, c'est peut-être une scoliose secondaire, d'accord? Il n'y a que 20% d'adolescents garçons qui ont une scoliose idiopathique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la topographie de la courbure. Chez les infantiles, c'est plus des courbures uniques, des grandes courbures thoracolombaires, alors que les scolioses idiopathiques de l'adolescent, dans plus de 95% des cas, c'est une adolescente avec une courbure thoracique droite pour le côté. Ensuite, vous faites un examen neurologique, mais un examen neurologique, alors nous on est orthopédiste, je sais qu'il y a des neurochirurgiens dans la salle, mais un examen neurologique d'orthopédiste, donc ça va relativement vite. Vous faites marcher l'enfant, vous retestez les réflexes, et les réflexes cutanés abdominaux que je vous ai mis là, parce que c'est pas souvent qu'on les remarque. Là vous voyez, ils sont normaux, ils sont bilatérales, il y en a 3. Et de l'autre côté, l'autre vidéo, là, il y a une asymétrie. Donc, s'il y a une asymétrie, vous demandez une IRM et vous pouvez rechercher surtout une syringomyélie. La deuxième cause, parce que la scoliose, ça peut être une porte d'entrée dans plusieurs maladies, dans plusieurs pathologies. Hein. Alors, vous avez les scolioses secondaires où ils viennent, hein, ils sont suivis par les neurologues ou par les généticiens et vous savez qu'ils ont une pathologie, mais d'autres, c'est la porte d'entrée. C'est vous qui allez faire le diagnostic ou en tout cas suspecter ce diagnostic. Notamment dans le cas de la neurofibromatose. Donc si vous examinez la peau, donc il faut enlever le t-shirt des patients. Donc vous examinez la peau, si vous voyez des taches café au lait,
hein, ou alors des neurofibromes, vous pensez tout de suite à la neurofibromatose et vous l'adressez vers le spécialiste de la neurofibromatose. Ça ne va pas plus loin. Parce que ce sont souvent des courbures évolutives, raides, avec des topographies courtes. Ce sont souvent des scolioses très courtes et raides. Le troisième chose, c'est quand vous regardez l'examen cutané, vous regardez l'hyperélasticité cutanée et vous recherchez aussi une hyperlaxité articulaire généralisée. C'est souvent des profils, on dit des profils marfanoïdes. Hein, vous ne faites pas le diagnostic d'une maladie de Marfan en consultation. Vous suspectez une maladie de Marfan par un profil marfanoïde, hein, que ce soit ce thorax en entonnoir ou un signe d'hyperlaxité articulaire généralisée. Vous l'adressez vers le généticien. L'autre question pratique, c'est quand est-ce que je fais une IRM pour le bilan diagnostique, hein, on n'est pas dans la scoliose de 80 degrés pour le bilan diagnostique. Alors, c'est difficile de trouver des articles dessus, mais le consensus un peu international, c'est ça. C'est s'il y a une anomalie à examen neurologique, de toute façon, vous l'envoyez chez le neurologue, mais vous allez demander une IRM médulaire ou cérébrale, suivant si l'affection est centrale ou périphérique. Dans les cas d'une scoliose thoracique gauche de l'adolescent, l'IRM se demande. Dans les longues courbures uniques thoracolombaires de l'adolescent aussi, et quand il y a une syphose thoracique importante, vous demandez une IRM. Et petite astuce de prescription, parce que ça arrive souvent, notamment quand vous demandez des IRM en libéral avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, demandez bien de visualiser la charnière crânio-occipitale et lombosacrée, parce qu'il arrive qu'ils reviennent avec des IRM où on ne voit pas en haut, où on ne voit pas en bas. Et donc on n'est pas plus avancé, quoi. Je ne vais pas revenir sur le topo de Mme Ménard, mais le bilan radiographique, les hausses, donc on peut le faire à partir de 6 ans. Il y a des études qui ont été faites avant 6 ans. Il n'y en a pas vraiment dans la littérature, mais en tout cas, c'est difficile parce que les patients bougent. Donc, mais à partir de 6 ans, c'est faisable. Attention à les hausses. Attention surtout à la position. D'accord ? Parce que quand vous voyez cette courbure qui a été calculée à 25 degrés, vous vous dites c'est curieux, il n'y a pas de rotation. Mais en fait, probablement que cette courbure fait un petit peu plus, d'accord ? Du fait, regardez le bassin. Hein, il a le bassin droit qui est complètement tourné. Donc faites très attention aux radios, comme cet exemple où vous voyez ce cliché de ce patient. On se dit, est-ce qu'il y a une petite courbure lombaire ? Alors elle n'est pas grand-chose, mais c'est ça, hein, c'est la consultation, ça c'est le quotidien. Est-ce qu'il y a une scoliose lombaire ? On voit qu'il y a une petite rotation, mais c'est bizarre, j'ai pas de gibbosité cliniquement. Elle va bien. Et puis quand vous refaites la radio avec le bassin équilibré, en fait, vous vous dites il n'y a pas de courbure, c'est faux, c'est pas une scoliose, d'accord ? Donc gardez toujours le sens clinique par rapport aux radios parce que vous avez des différences. Et même, j'ai noté des différences entre des radiographies standards et des EOS. Vous avez des différences d'angle de Cobb vraiment de façon importante. Donc vraiment, gardez le sens clinique par rapport aux radios. Exemple, cet article de 2016 qui vous montre qu'en fonction du positionnement du bassin, que vous soyez en rotation interne du membre inférieur droit ou du membre inférieur gauche, vous voyez à 20 ou 45 degrés, vous n'allez pas mesurer la même angle de Cobb. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, une fois que vous avez dit que c'est une scoliose, j'avance. Une fois que vous avez dit que c'est une scoliose idiopathique, est-elle évolutive, d'accord ? Parce que vous avez deux types de scoliose. Vous avez la scoliose dite progressive, avec une aggravation de la courbure, la scoliose avec une absence d'évolution significative, et on dit que la scoliose est stable, d'accord ? Le mécanisme est encore incompris, en tout cas au stade de recherche, et il y a un enjeu diagnostique, donc le surtraitement, oui, pourquoi pas, mais c'est surtout le traitement orthopédique précoce, et qui est de plus en plus précoce, parce qu'on sait que c'est un vrai réel, et c'est un vrai intérêt pour le patient. Donc, pour vous aider, vous avez toujours pareil, la classification, vous avez mis votre patient dans la case et vous savez que les scolioses idiopathiques de l'adolescent, il y en a 20% qui sont évolutives alors que les autres, c'est plutôt 80%. Qu'est-ce qui peut vous aider aussi ? L'angle de Cobb, bien sûr, plus l'angle de Cobb est important au diagnostic, plus le scoliose risque d'être évolutif. Le signe de Risser, 1, 2 ou 3, c'est le potentiel de croissance restant, on l'a vu tout à l'heure. Et bien sûr, les fameuses courbes évolutives de Mme Duval-Beaupère que tout le monde utilise en pratique clinique, soit vous avez les courbes en consultation, ça il n'y en a plus beaucoup, mais en tout cas vous l'avez dans votre tête et vous devez situer où est votre patient. D'accord ? Donc je m'arrête 2 secondes sur cette courbe, vous avez l'angle de Cobb à gauche, l'accroissement annuel en centimètres à droite, l'âge en années en bas, et vous vous dites où est mon patient ? Est-ce que mon patient il est au début, il est ici, et je sais qu'il va y avoir un pic de croissance, et c'est là où je vais devoir mettre en place le traitement parce que je ne veux pas que la scoliose s'aggrave, ou est-ce que je suis au milieu, il y a des premières règles qui sont apparues. Et l'objectif, ça va être de diminuer cette pente et de la stabiliser jusqu'à la fin de la croissance. D'accord ? Pour ça, il y a plein de pistes de recherche en cours pour essayer de comprendre pourquoi il y en a qui évoluent plus rapidement que d'autres.
Donc je vous ai mis les quelques diapos parce que c'était mes travaux de thèse, c'est pour ça. Mais il y a l'indice de sévérité bien sûr de Manscali, mais vous avez aussi celui de l'équipe de Montréal avec Monsieur Parent. Vous avez tous les travaux qui tournent autour de l'élastographie du disque et tous les travaux qui ont été initiés par l'équipe de Mme Duval-Beaupère sur la barycentrométrie et qui est actuellement en cours avec la reconstruction de l'enveloppe externe. Voilà pour les quelques pistes de recherche. Ensuite, une fois que vous avez dit ma scoliose est idiopathique, progressif, quel traitement je mets en place? On y arrive. La surveillance, c'est un traitement, une scoliose stable. D'accord. Un premier bilan, vous avez une scoliose d'une 13-14 degrés, vous voulez la surveiller, vérifier le caractère évolutif. Vous faites une surveillance, ou les scolioses évolutives d'angulation entre 10 et 20 degrés, en dehors des périodes pubertaires, on y reviendra. Les clichés, les contrôles cliniques et radiographiques, on les fait tous, je pense, tous les 6 mois. Attention à ceux qui ont un cartilage Y fermé, comme on a dit tout à l'heure, avec un signe de Risser entre 0 et 1, parce qu'on sait que c'est là, comme a dit Mme Ménard, qu'on attaque la zone de turbulence. Donc cela, on peut se permettre quelquefois de les revoir à 3 ou 4 mois. La place de la rééducation, elle est de plus en plus développée, notamment dans les équipes italiennes. Elle est controversée. En tout cas, l'objectif, c'est de renforcer les muscles paravertébraux et la sangle abdominale, assouplir le rachis, la fonction ventilatoire, l'hygiène du dos, tout ça, vous connaissez. Elle est non systématique, d'accord? Ce qui est important de dire, c'est aux enfants qui font pas de sport et qui sont sédentaires, faites de la kiné, et aux enfants qui font trop de sport, ils n'ont pas besoin de kiné. Je pense que c'est un des messages à faire passer. Et il n'y a aucun effet sur l'évolutivité. Et ça, il faut vraiment leur dire. On a une scoliose, la scoliose, on l'a à vie de toute façon. C'est pas parce qu'on fait de la kiné qui va nous ramener la scoliose à 0 degré parce qu'on a une luxation de je sais pas quoi. Ça, c'est souvent ce qu'on entend, quoi, à la consulte. On attaque les traitements orthopédiques. On a 10 minutes, comme ça, on finira un tout petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, on aura un peu de temps pour discuter à la fin. L'objectif du traitement orthopédique, et ça, c'est important, parce que je pense qu'ils doivent l'entendre, c'est stopper l'aggravation de la déformation, d'accord? C'est ne pas revenir à 0. C'est pas vrai. La définition à avoir de la SRS, c'est de finir à plus ou moins 5 degrés à la fin de la croissance. Donc, c'est stopper l'aggravation, éviter la chirurgie, parce que, in fine, si c'est une scoliose progressive, l'histoire naturelle, dans 20% des cas, c'est d'aller à la chirurgie et d'améliorer la cosmétique avec la diminution de la gibbosité. Le traitement orthopédique, il repose sur une loi fondamentale en orthopédie, la loi de Delpech. D'accord ? Quand vous avez une asymétrie, vous avez des contraintes asymétriques, vous allez avoir une déformation vertébrale, une rétraction des disques. Et donc l'objectif, c'est d'inverser les contraintes pour lutter contre la déformation des vertèbres et lutter contre les rétractions discales. L'indication du traitement orthopédique, ça c'est les guidelines SOSORT, d'accord, c'est les guidelines de SRS, c'est l'angle de cope frontal supérieur à 20 degrés avec un potentiel de croissance restant. Après, les paramètres sont multiples, on revient un peu rabat dessus, mais quelqu'un qui a une forte rotation, on va traiter plus volontiers avec un nombre de cope faible. Quelqu'un qui a un dos plat, on va traiter plus rapidement. Ou alors quelqu'un, on sait que les scolioses lombaires se déséquilibrent beaucoup plus vite que la scoliose thoracique. Donc même une scoliose lombaire à peine de 20 degrés avec une rotation importante, on sait qu'on va la traiter. Ça, je vous l'ai dit, le succès du traitement orthopédique est défini par la CRS, c'est qu'il y a une aggravation de l'angle de Cobb inférieure à 5 degrés à la fin de la maturation squelettique. C'est la définition qu'on utilise dans les publications. Et donc, dans le traitement orthopédique, vous avez évidemment les corsets, mais je voulais vous faire 2 diapos parce qu'on n'en voit plus beaucoup sur les plâtres EDF, d'accord, qui sont encore faits dans quelques équipes. EDF, c'est élongation, dérotation et flexion. Ça a été décrit par l'équipe de Berthe, par M. Morel et M. Cottrell dans les années 60. Les indications qui restent, c'est dans les infantiles sévères ou comme plâtre coup de frein en forte poussée de croissance. Ça, il n'y a plus beaucoup de monde qui le fait. Ça reste dans les infantiles sévères. C'est réalisé sur table de Cottrell. D'accord, ça peut être fait sous sédation vigile. Il y en a qui le font sous anesthésie générale, mais attention à la complication médulaire. Donc ça repose sur l'élongation par traction, la dérotation par une bande convexe et la flexion, plus grand monde en fait. En fait, c'était des flexions latérales avec des gypsotomies, je vais vous montrer, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que ça augmentait les courbures compensatrices sus et surtout sous-jacentes. La technique repose sur une bande convexe. Là, vous voyez la bande, je vais vous montrer une petite vidéo, la bande convexe qu'on vient étirer et reprendre de l'autre côté pour déroter. Et il y a cette fameuse bande qui est difficile à comprendre au début, c'est la bande scapulaire, c'est la bande, ce qu'on dit, c'est la triple bande en Y qui permet de contrôler la rétropulsion de l'épaule concave. Donc on vient
faire de l'antépulsion sur l'épaule concave et de contrôler l'antépulsion de l'épaule convexe, et on vient aplatir l'épaule convexe. Donc c'est une bande, c'est une triple bande. Voilà. Il faut que ça soit une équipe entraînée. Je vais vous montrer, normalement il y a une petite vidéo, alors je vais peut-être la passer si j'arrive à, pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas accès à la souris dans le cas. Allié. Ah ouais. Donc pour aller un petit peu, mais ouais c'est bon. Ouais c'est bon, ça va aller. Donc là vous voyez, on vient appliquer les bandes de plâtre. Et le plus important, ce que je voulais vous montrer, c'est, voilà, une fois qu'il est plâtré, on va dérouler la bande. Donc là, on moule bien notre plâtre. Hop. Donc ça, on va passer la mise en... Voilà. Et là, vous voyez, il y a la bande convexe qui vient sur cette scoliose thoracique droite, qui vient là, qu'on va serrer, qui va venir derrière le plâtre, qui va remonter au-dessus du cadre et venir de l'autre côté, donc du côté gauche. Voilà, hop, et là on va la serrer. Et la deuxième bande qu'on met, c'est la bande en Y, vous la voyez. Et vous voyez à gauche, elle va venir surélever l'épaule, et à droite, elle va venir lutter contre la propulsion de l'épaule. C'est dur. Ouais, pour le petit, ah. Ouais, le petit. En fait, c'est pas dur pour les petits, c'est dur pour les équipes. Parce qu'il faut qu'elle, voilà, faut que ça roule, quoi. Ouais, maman est bien prévenue. Ouais, maman, par contre, oui, c'est, ouais, il faut bien la briefer, ouais. Les faire vigile à cet âge-là, c'est difficile. Hein. C'est difficile, ouais. Il faut leur mettre une bonne prémédication. Hein. Tu les mets au bloc, ouais. Sinon, une bonne prémédication. À partir de 6-7 ans, tu commences à les faire. Mais t'en fais encore? Ouais. Super. À Lille aussi. Mais pas sur table. Hein? Sur les tables, ouais. Donc voilà un exemple de séquence. Installation sur cadre, confection, bande de correction, découpe, changement de jet et feutrage régulier. Un exemple de radiographie pour une scoliose juvénile. Et vous voyez, ça c'est des vieilles images, et vous voyez le trait, qui est dessiné à droite, là sous l'épaule, c'est le trait de gypsotomie pour faire la flexion, mais qui en réalité n'est plus fait. Hein. Les complications du plâtre, c'est les scares cutanés bien sûr, mais c'est surtout quand même, ils ont quelques troubles gastriques au début, donc évitez l'eau gazeuse, évitez le McDonald's le soir après le plâtre, et les gros plats de pâtes, surtout fragmenter les repas. La capacité respiratoire, on sait qu'elle est peut-être un petit peu diminuée, mais ça n'a pas de répercussion en tout cas sur le quotidien. Et les complications neurologiques, médulaires bien sûr, mais le nerf cutané latéral fémoral sur l'appui qui va venir sur la face antérieure de la cuisse, hein, et le plexus brachial sur l'appui sous-axillaire. Deuxième type de plâtre que je vous montre, je n'ai pas du tout l'expérience, mais c'est le plâtre de Stagnara, élongation pure, c'est un plâtre d'élongation, mentonnière, appui occipital et ceinture pelvienne. Les corsets, on passe aux corsets. Les corsets, ça existe depuis pas mal de temps maintenant, comme le montre cette image. Les premiers corsets reposaient sur un principe, l'autocorrection active, avec le corset de Milwaukee que vous avez peut-être vu, qui est maintenant utilisé que chez les petits enfants, hein, avec une prise occipitale et pré-ioïdienne, et ce qui est indiqué qui est efficace dans les courbures cervico-thoraciques hautes. Mais ces corsets de Milwaukee, bien sûr, on les garde que dans très très peu d'indications, car ils sont quand même on va dire, de nos jours, assez mal tolérés. Mais tout ça, ça a fait réfléchir, en fait, je vous ai mis cet exemple en premier, parce que ça a fait réfléchir sur l'action du corset. Donc ça, c'est une action active, hein. L'enfant, il a toujours envie de se redresser, il est obligé par le corset. Vous avez bien sûr l'action passive, de la traction longitudinale, d'accord? Pareil, on exerce entre la tête et le bassin une force, mais ça, il faut une tétière. C'est pour ça que ça, maintenant, on les utilise plus du tout dans les corsets modernes pour la scoliose idiopathique. Donc, on utilise maintenant des forces de pression transversales, hein, comme vous montre sur l'image de droite, à votre gauche, qui est beaucoup plus adapté. Et c'est des points d'appui postéro-latéral, que ce soit des appuis avec un effet indirect en thoracique via les côtes ou un appui direct lombaire. Donc là, je vous passe quelques exemples de corsets. On pourra en discuter après. Après, chaque équipe a son corset, de toute façon. Chaque équipe a son appareilleur. Et ce qu'il faut, c'est que vous vous entendez bien avec votre appareilleur et que ça roule, quoi. Et que vous ayez des bonnes corrections. Après, le reste, moi, je n'ai pas...
on a des préférences toujours, mais on n'a pas à dire ce corset est mieux que l'autre. Je pense que le meilleur corset, c'est celui avec lequel vous avez le plus l'habitude. Donc le fameux corset quand même qui est je pense le plus prescrit en France, c'est le corset de Chenot Toulouse-Münster, le classique, qui est un port 20 heures sur 24, mais qui est en réalité utilisé à mi-temps par les équipes qui l'utilisent. C'est un corset monovalve avec une zone d'appui convexe et une chambre d'expansion concave. C'est un mécanisme passif. C'est une courbure thoracique, il est indiqué dans les courbures thoraciques et lombaires. Après, vous avez le corset de Boston, qui lui repose sur le même principe, mais c'est une courbure unique, qui est lombaire ou thoracolombaire. Ce sont des corsets dits classiques. L'avantage, c'est qu'ils ont une plus grande efficacité, bien sûr, que le Milwaukee, contrôle les gibbosités. Le désavantage, c'est quand même qu'ils ont tendance un petit peu à aplatir, notamment pour le CTM, à aplatir un petit peu la syphose thoracique. Et ils sont moins bien tolérés comme ils sont indiqués normalement 20 heures sur 24. Qui a laissé place quand même aux corsets modernes qui sont utilisés dans beaucoup d'équipes en France, que ce soit le corset de Caen avec le port nocturne, c'est un appui électif, un corset en hypercorrection qui est adapté aux courbures, aux doubles courbures, il est en hypercorrection. Vous avez les corsets en bending comme le corset de Charleston, utilisé pour une courbure unique avec une inflexion latérale qui est au-dessus de la zone d'appui, qui est en port nocturne. Et vous avez le corset de Robert Debré en détorsion, dont je n'ai pas expérience, mais qui est un corset qui marche, qui est décrit par les gens et qui marche bien, et qui est la nuit, et qui c'est une action dirigée par la pesanteur. Donc c'est vraiment, il faut qu'il soit porté la nuit. Voilà pour les grands types de corsets que vous pourrez rencontrer dans les équipes françaises, normalement. La prescription du corset, c'est là, je pense, qui est le plus intéressant. Qu'est-ce que vous faites ? C'est une ordonnance de grand appareillage. Vous contrôlez votre corset. Je pense qu'on pourra en discuter après si tout le monde le fait, mais je sais que dans la plupart des équipes, on contrôle le corset, que ce soit clinique ou radiographique. Alors on le fait à 1 mois ou on le fait à la livraison du corset, peu importe, mais il faut contrôler que votre corset soit correct et qui permet de corriger correctement. Vous avez des guides, je le passe parce que j'ai vu qu'il était, alors après, ça dépend avec l'appareilleur, mais vous pouvez faire un guide avec votre appareilleur, un petit calepin de 5 ou 10 pages pour dire quand je porte le corset, qu'on peut l'enlever quand on fait du sport, qu'est-ce que je fais quand je craque psychologiquement, qu'est-ce que je fais quand ce corset il me fait mal, notamment quand il appuie un peu et qu'il irrite la peau, quelle crème je mets, tout ça, je pense que c'est important si vous en prescrivez beaucoup. Une certaine quantité, c'est bien d'avoir ce guide et de le faire avec l'appareilleur. Vous pouvez le trouver là dans la salle sur l'appareilleur qui est là, j'ai vu, il y en a, et ils sont très très bien. Alors l'observance, je vous ai mis ça parce que c'est ce qui se fait, mais moi j'en ai pas l'expérience, mais je vous ai mis le dernier papier qui est sorti, peut-être que Brice ou Sébastien voudront en parler, mais c'est qu'on mesure en fait la température corporelle, et on peut savoir combien d'heures ont réellement porté le corset les enfants, parce qu'évidemment il va vous dire qu'il l'a bien porté, et en fait c'est pas vrai. Donc ils ont fait cette étude là où ils ont mis la température à différents endroits du corset. Ils se sont aperçus que la mesure la plus fiable à 95% était la prise abdominale, et qu'il fallait dépasser les 30 degrés pour être sûr que le corset était bien porté. Et vous voyez les courbes là où en fait le corset est libéré, notamment le matin pour la douche et aussi en fin d'après-midi. Voilà un petit peu pour comment mesurer l'observance. Quelles complications sous corset? Ce sont les mêmes complications sous patte. Les troubles psychologiques, c'est important. Donc si vous êtes dans une maison qui fait de la scoliose, vous avez des psychologues qui connaissent, ils peuvent rencontrer les psychologues. Les troubles de la digestion, il ne faut pas hésiter au début à fractionner les repas. Le syndrome respiratoire, c'est quand même assez rare, mais la paralysie du plexus brachial, ça existe. La paralysie du nerf fémoro-cutané, ça existe, notamment si les corsets n'ont pas été très bien réalisés, et donc c'est important de coopérer. Le message qui est important à la consultation, pour finir, c'est que tous les sports sont autorisés. Tous les sports sont autorisés. Et ça, c'est hyper important parce que c'est nous qui portons ce message. Parce que la plupart du temps, ils arrivent à la consultation, ils font plus de sport. Depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 6 mois. Ah non, on peut pas. Ils sont même interdits de faire certains métiers. Tous les sports sont autorisés. Donc ça, c'est à nous de véhiculer ce message. Et on a le droit d'enlever son corset, même si on fait un port 24 heures sur 24, 20 heures sur 24, pour faire du sport. Question intéressante, la pose du corset. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous demander, est-ce que je peux faire une pause quand j'ai mon corset ? Eh bien oui, moi je pense, on pourra en discuter après, je pense que oui. Il y a 2 situations où on peut faire une pause, ou en tout cas, c'est ce que je fais à la consultation, c'est pour les petits, d'accord, dans les scolioses juvéniles, quand ils arrivent, ils ont 7-8 ans,
ils ont entre 6 et 8 ans, la scoliose, elle est stable parce qu'on est dans ce que appelaient nos maîtres la phase lune de miel. C'est-à-dire qu'on est toujours pareil, on revient au princeps, aux courbes de Madame Duval-Beaupère, et on est dans cette phase où là, Madame Duval-Beaupère a dessiné cette pente, mais vous avez des enfants qui ont des pentes un peu plus faibles à cet endroit-là, et en réalité, à cet endroit-là, on peut les lâcher, notamment ceux qu'on a traités 20 heures sur 24, on peut les traiter 12 heures, et ceux qu'on a traités 12 heures, on peut leur donner des phases de liberté, mais attention de bien, dès les premiers signes prépubértaires apparaissent, hein, alors chez les femmes, c'est le bourgeon mammaire, et chez les garçons, c'est les gonades qui augmentent un peu de volume, donc il faut demander aux parents, vous ne lâchez pas, vous remettez le corset. Mais il y a des indications pour arrêter le corset. L'autre arrêt du port du corset, je vous l'ai mis parce qu'en arrivant à Toulouse, j'ai vu que ça s'était un peu fait. C'est la pause fraîcheur, ce que j'appelle. C'est que si vous avez une scoliose qui est relativement stable, je vous l'ai mis, c'est nouveau dans la diapo. Pour ceux qui avaient déjà vu les diapos, c'est jamais apparu. Ça arrive dans certaines conditions. C'est-à-dire que si au mois de juin, vous voyez qu'il a très bien porté son corset, il est stable et qu'il fait super chaud l'été, ben vous lui dites juillet, août, tu le diminues ou tu l'arrêtes ou tu diminues en tout cas et on reprend en septembre. Et ça c'est possible mais c'est sous certaines conditions. Il y a une question aussi qui arrive fréquemment, en tout cas quand on débute, c'est quand est-ce qu'on arrête le corset. Alors chacun a sa sauce. Je vous ai mis ces 3 critères, si vous faites ça, il y a quasiment, il faut jamais dire quasiment, mais on peut dormir tranquille. C'est en fin de croissance. Et ces fins de croissance, c'est la taille assise stable à 6 mois d'intervalle. C'est les premières règles datant de plus de 2 ans et c'est un signe de réserve supérieur à 3. Alors après, vous pouvez l'arrêter avant. Vous avez des scolioses qui continuent à progresser, notamment les lombaires, il faut faire attention. Mais en tout cas, si vous faites ça et que vous arrêtez le corset quand vous avez ces 3 signes et vous les recontrôlez à 6 mois, vous serez assez tranquille. Parce qu'à un moment donné, si la scoliose, de toute façon, elle progresse, c'est-à-dire, en fait, c'est pour les lombaires, hein, ou les thoracolombaires, avec le déséquilibre continue à progresser et qu'elle a 17 ans, 18, 19, 20 ans, ben, c'est-à-dire que c'est une scoliose chirurgicale. D'accord ? Enfin, vous finissez votre consultation avec le dépistage. C'est-à-dire, vous dites, tu as des frères et sœurs, vous commencez par ça. Et ben, la prochaine fois, tu me les amènes ou tu dis à maman de la dépister. Donc là, si Sébastien m'autorise, il y a la petite vidéo de 30 secondes, je peux leur montrer. Des milliers d'enfants dans le monde sont touchés par la scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui peut être grave. Vous, les parents, êtes les mieux placés pour dépister les 2 principaux signes de scoliose chez vos enfants, quel que soit leur âge. À la plage ou directement chez vous, faites pencher vos enfants, jambes tendues et jointes, mains entre les genoux. Ayez un regard rasant sur leur dos, par l'arrière ou par l'avant. Chez Kelly, on constate une asymétrie costale. Pour Daniel, c'est normal. Pour le 2e signe, observez vos enfants debout, de dos, pieds joints, bras pendants. Un espace triangulaire d'un côté, c'est la lucarne. Sans espace, c'est normal. Si vous constatez l'un ou l'autre ou les 2 signes, demandez confirmation à votre médecin. Donc vous avez tous reconnu la plage de Berck et ça avait été fait par la Fondation Contrail et M. Dubousset. Donc vous pouvez le donner aux parents, hein, vous pouvez donner l'adresse du lien YouTube aux parents et puis ils regardent les enfants et s'ils ont un doute, ils vous l'amènent à la consultation. On revient sur le diaporama et donc je vous remercie de votre attention. Bon, merci beaucoup Tristan. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Bon, c'est vrai que c'est le problème de ça, c'est que bon, moi mes enfants sont pas encore adolescents, mais je pense qu'à 12, 13, 14 ans, c'est plus compliqué d'aller voir sa gamine dans la salle de bain quand elle est torse nu pour regarder si elle a une gibbosité ou un signe de la lucarne. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est souvent en septembre qu'on a beaucoup de malades qui reviennent à la consulte parce que l'été, sur la plage, les parents ont remarqué qu'il y avait une gibbosité. Bon, on va passer aux indications chirurgicales. Donc le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est quand opérer, angle de Cobb, gêne fonctionnelle et symptômes. Donc, comme c'était dans le titre, j'ai quand même parlé de la gêne fonctionnelle et des symptômes, mais finalement, ce qui va être important pour poser l'indication chirurgicale chez les adolescents, ça va être surtout l'angle de Cobb, en tout cas la déformation radiographique. Bon, je reviens pas là-dessus. Donc la question qu'on se pose, c'est quel malade va-t-il falloir opérer ?
puisque vous voyez que, alors c'est 2 types de scoliose différentes, mais vous voyez qu'on a une thoracique droite qui, entre 16 et 36 ans, a pris une vingtaine de degrés, alors qu'il n'y avait plus de phénomène de croissance. Et l'autre patiente qui avait une scoliose qui avait une scoliose lombaire de faible amplitude à 12 ans, finalement sur la radio à 35 ans, elle a à peu près la même déformation qui n'a pas évolué. Donc ce qui va être important, c'est de savoir face à quel patient vous allez être et quel patient va être évolutif à l'âge adulte, parce que c'est lui qui va vraiment tirer un bénéfice de l'intervention chirurgicale. Donc le potentiel évolutif de la scoliose, c'est effectivement, classiquement, le potentiel évolutif au moment du pic de croissance, puisque, vous le savez, pendant la croissance pubertaire, c'est surtout le tronc qui va grandir, et si le patient il a le potentiel génétique, ou il a un truc dans son génome qui dit que sa scoliose, que sa colonne elle est vouée à être déformée, c'est au moment du pic de croissance pubertaire, au moment où la colonne va grandir le plus, c'est là qu'elle va se déformer et qu'elle va s'aggraver. Et donc, on a cette courbe de Madame Duval-Beaupère avec le pic d'aggravation classique pendant la croissance. Et donc, en fait, on y reviendra après. Parce que finalement, cette courbe, elle est probablement pas entièrement juste. Et donc, la vraie question, ça va être de savoir ce qui va se passer après. Donc, si jamais on a une scoliose qui reste évolutive à l'âge adulte, on va avoir certes un retentissement esthétique qui est, à mon avis, au second plan, mais qui est quand même important pour les patients. Et je pense que les chirurgiens qui font de la chirurgie d'adulte pourront en parler probablement mieux que moi. On peut avoir un retentissement respiratoire. Ce qui a été décrit, c'est pour les scolioses de grande amplitude à partir de 70 degrés. Et puis, ce qui va vraiment faire le pronostic à l'âge adulte, c'est le retentissement articulaire et la dégénérescence articulaire et discale. Puisque si jamais vous avez une rotation vertébrale importante, on va avoir une usure, une mise en charge asymétrique des articulaires postérieurs et des disques avec une arthrose interfacétaire, une faillite discale et des dislocations rotatoires, ce qui va avoir un impact majeur sur l'apparition de douleurs de dos, puis dans les jambes, avec des radiculalgies et des douleurs qui impactent fortement la qualité de vie et la vie socio-professionnelle. Donc c'est les scolioses qui continuent d'évoluer à l'âge adulte, c'est des scolioses qui sont vraiment de mauvais pronostics, en particulier pour la fonction quotidienne. Donc le but du jeu, quand on suit des patients qui ont des scolioses idiopathiques de l'adolescent, ça va être de parier et de ne pas se tromper sur les malades qui vont continuer à évoluer. Donc ceux-là, il va falloir qui vont continuer à évoluer à l'âge adulte, j'entends. Ceux-là, il va falloir leur proposer un traitement chirurgical pour leur éviter justement une évolution vers un mauvais pronostic, versus ceux qui vont rester stables. Et donc, comme je vous le disais, en fait, la courbe de Madame Duval-Beaupère, elle est, quand on regarde le haut de la courbe, normalement, il n'y a que cette ligne-là. C'est-à-dire qu'on a un potentiel d'évolution pendant le pic de croissance. Puis normalement, une fois que la croissance s'arrête, la scoliose s'arrête d'évoluer. C'est probablement pas tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même un certain nombre de patients qui, eux, vont pas suivre cette ligne horizontale, mais qui vont continuer à s'aggraver à l'âge adulte. Donc, il faut savoir les dépister. Donc ça, c'est des patients que j'avais tirés de ma thèse de médecine que j'ai passée il y a maintenant bientôt 10 ans. C'est des cas principalement d'ici, de Saint-Joseph. Donc on a Evelyne, 18 ans, qui avait une scoliose lombaire gauche de 45 degrés, qui n'a pas été opérée en fin de croissance. Et puis vous voyez que à 36 ans, donc à plus 18 ans, pas plus 18 degrés, on a une scoliose qui continue de s'aggraver avec une dislocation rotatoire et un déséquilibre du tronc vers la gauche. Elle a été donc opérée à 37 ans quand elle faisait 60 degrés. Donc en gros, elle a pris 15 degrés en 18 ans. Elle a eu une arthrodèse pelvie rachidienne qui a été reprise 4 ans plus tard pour un problème de gîte coronal résiduel. Et puis à 55 ans, elle a un résultat qui est stable, mais on peut quand même légitimement se poser la question de sa fonction après avoir eu un pontage ou une fusion de la charnière lombosacrée. En comparaison, on peut voir une patiente qui est globalement similaire à l'adolescence, qui a été arthrodésée seulement sur 5 niveaux. Alors certes, j'ai pas 30 ans de recul comme sur la précédente, mais on a une colonne qui est équilibrée et on peut s'imaginer que l'évolution à long terme va être meilleure que l'aggravation à 60 degrés de la patiente précédente. Un autre cas d'une patiente qui avait une courbure thoracique droite de 50 degrés, non opérée. Ce qui est plus problématique chez elle, c'est que certes, sa courbure thoracique, elle a continué d'évoluer, mais on a eu une véritable structuralisation de la courbure lombaire
qui a nécessité une arthrodèse qui descend jusqu'à L4. Si ces patients-là, on arrive à les prendre suffisamment tôt et qu'on arrive à avoir donc une courbure qui est plus souple, une correction qui est meilleure de la courbure thoracique, on peut se dire qu'on leur rend service, puisque même si elle finit quand même avec une arthrodèse, elle a une arthrodèse qui se termine en L1 et qui sera probablement de meilleurs pronostics fonctionnels à l'âge adulte, enfin sur le long terme. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir quelles courbures vont continuer d'évoluer à l'âge adulte ? Il y a eu donc un symposium de la SOFCOT qui était une étude multicentrique là, qui regardait les patients 20 ans après leur maturité squelettique. Donc il y avait tout, il y avait des patients opérés à l'adolescence, des patients non opérés, et puis sur les patients non opérés, il y en a qui évoluaient et d'autres qui évoluaient pas. Et donc ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'angle de Cobb, alors c'est probablement un descripteur qui est, enfin, c'est un paramètre qui est probablement incomplet, probablement qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, sur la déformation radiographique, on sait que les scolioses thoraciques qui ont un angle de Cobb supérieur à 45 degrés en fin de croissance et ceux qui ont un angle de Cobb supérieur à 35 degrés en lombaire ou en thoracolombaire, ils ont 3 à 4 fois plus de chances de poursuivre leur évolution à l'âge adulte. C'est-à-dire que si vous avez un angle de Cobb qui dépasse ces valeurs-là, vous avez plus de chances d'avoir une progression qui a été décrite en moyenne d'1 degré par an. Donc vous imaginez, 50 degrés à 15 ans, ça fait 70 degrés à 35 ans. Et donc on arrive sur des patients qui commencent à avoir un impact fonctionnel majeur. Il y a des papiers un peu plus récents là, qui sont sortis et qui s'intéressent notamment à l'évolution des scolioses entre 40 et 50 degrés, puisque dans la littérature américaine, enfin anglo-saxonne, c'est plutôt le chiffre de 50 degrés qui est retenu pour poser l'indication chirurgicale à l'adolescence. Et donc il y a cette équipe coréenne qui s'est intéressée à savoir si les scolioses entre 40 et 50 degrés évoluaient et quels étaient les déterminants radiographiques qui pouvaient permettre de prédire l'évolution à l'âge adulte. Et donc, ils ont retrouvé que l'alignement, et non pas l'équilibre coronal, était un facteur déterminant. En pratique, si vous avez une scoliose qui est très très mal alignée en coronal, donc c'est-à-dire avec un déport du tronc sur le côté, elle a probablement plus de chances de progresser, ce qui a une logique d'un point de vue biomécanique. Si votre apex il est dévié vers le côté, si votre tronc est à côté du bassin, forcément le fonctionnement de la colonne il va être différent et il va probablement entraîner cette aggravation des courbures principale en thoracique et puis probablement la création d'une courbure lombaire. Et puis l'autre facteur, c'était le wedging vertébral, donc la forme trapézoïdale de la vertèbre à l'apex, qui certes est une déformation intrinsèque de la vertèbre, mais qui traduit aussi la rotation vertébrale. Donc la rotation et le déséquilibre, ou le mauvais alignement coronal, sont probablement des facteurs à prendre en compte aussi, même si à l'heure actuelle, on n'a pas de cut-off. C'est plus du feeling, mais on n'a pas de cut-off clair pour déterminer, pour choisir un traitement chirurgical plutôt qu'une observation. Donc après, on peut se dire, ok, on a des patients qui vont évoluer, mais là, à l'adolescence, ils vont bien, donc pourquoi est-ce qu'on les opère à l'adolescence ? À ce compte-là, on les laisse évoluer, et puis on verra bien s'ils évoluent, on les opère. Donc il y a des avantages quand même à les opérer à l'adolescence. L'avantage le plus clair, c'est que la chirurgie de la scoliose de l'adolescence, c'est une chirurgie facile. Je ne sais pas s'il y en a chez vous, dans la salle qui font de l'adulte, probablement, mais c'est pas du tout la même chirurgie. C'est des courbures qui sont souples, qui nécessitent pas forcément d'ostéotomie, ou en tout cas des ostéotomies simplement postérieures, avec des temps opératoires qui sont plus courts, des taux de complications qui sont moins élevés chez des patients qui ont moins de comorbidités, de meilleure qualité osseuse. Voilà, il y a quand même énormément d'avantages. Ça permet de faire des arthrodèses qui sont moins extensives. On avait regardé au cours du symposium de la SOFCOT les niveaux d'arthrodèse et on s'était rendu compte qu'en moyenne, il y avait 2 niveaux de plus qui étaient arthrodésés quand les scolioses étaient opérées à l'âge adulte après avoir évolué par rapport à celles qui étaient opérées à l'adolescence. Et puis surtout, on avait seulement 3% de patients fusionnés à L5 et au bassin à l'adolescence, et je pense que Brice va nous en reparler, et je suis assez d'accord avec lui qu'il n'y a pas d'indication à les fusionner en L5 ou au bassin. Mais quoi qu'il en soit, chez l'adulte, on a plus d'un tiers de la cohorte qui était fusionnée, qui avait un pontage de la charnière lombo-sacrée. Et probablement que d'un point de vue fonctionnel, encore une fois, ça a un impact majeur. Et puis sur les conséquences socio-professionnelles, un gamin que vous opérez d'une scoliose idiopathique, il va louper l'école il va être hospitalisé un peu moins d'1 semaine, il va louper l'école 1 mois, et puis ensuite il va reprendre une vie. Alors,
on va pas se mentir, pas une vie normale, mais enfin en tout cas proche de la normale, alors qu'un adulte qui est opéré avec un montage comme celui-ci, qui est repris un an plus tard pour une PJK, on peut se demander s'il a une vie comparable à la population générale. N'est-ce pas, Vincent ? Absolument. Le chasseur ne peut plus chasser. Voilà. Donc voilà, beaucoup d'avantages de les opérer à l'adolescence. Sur la question de la gêne et de la gêne fonctionnelle et des symptômes éventuellement douloureux, bon, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'en soi, la douleur n'est pas une indication à opérer. C'est-à-dire que si vous avez une scoliose à 17 ans de 20 degrés qui est stable chez une gamine qui vous dit qu'elle a mal au dos tout le temps, c'est pas pour ça que vous allez lui faire une arthrodèse, d'accord ? Ça veut dire qu'il faut chercher autre chose ou qu'il faut l'envoyer chez le kiné. Juste un mot pour dire que les douleurs de dos, les lombalgies ou les dorsolombalgies, elles sont en nette augmentation. Hein. Dans les années 80, c'était 2%. Dans les années 2000, c'était 24% des enfants qui disaient qui rapportaient des douleurs de dos. Et puis, dans les années 2010, c'était plutôt autour des 60%. Donc ça, c'est dans la population générale. Quand on regarde les chiffres dans les populations scoliotiques, finalement, on retrouve à peu près la même chose. Peut-être des symptômes douloureux qui sont un peu plus fréquents. Mais bon, en gros, c'est pareil. On a 60 à 70% des patients avec scoliose qui se plaignent de douleurs, sachant que les douleurs, elles sont probablement d'origine multifactorielle. Ce qui a été rapporté, c'est que les douleurs, elles étaient plus fréquentes chez les patients qui avaient un tronc mal aligné, ce qui est logique, hein, puisqu'on se dit que les muscles dans la concavité de la principale, ils doivent tirer un peu plus pour essayer de rééquilibrer le tronc, donc ça doit engendrer des douleurs. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça reste, à mon sens, pas une indication chirurgicale, simplement la douleur. Et puis surtout, la douleur, elle est corrélée à l'amplitude de la scoliose. Donc c'est sûr que quand on a des scolioses majeures avec un tronc qui est complètement, enfin un angle ici lombaire qui est complètement fermé, éventuellement un impingement entre la cage thoracique et la iliaque, c'est sûr que ça provoque des douleurs. Mais dans la mesure où les douleurs, elles sont corrélées à l'amplitude, encore une fois, vous ne poserez pas une indication simplement sur les douleurs. C'est une scoliose douloureuse de 100 degrés, oui, vous allez l'opérer. Mais pas parce qu'elle est douloureuse, parce qu'elle fait 100 degrés. Bon, c'est peu ou prou le même cas que ce qu'avait présenté Emmanuel un peu plus tôt dans la matinée. Hein. Il faut faire attention aux scolioses douloureuses. Cette gamine qui a une scoliose, certes, d'amplitude chirurgicale, mais en fait, quand on reprend son dossier, la première fois qu'elle a été vue, elle se plaignait de douleurs en particulier de douleurs nocturnes, donc d'horaires inflammatoires. Elle avait une scoliose à l'époque qui faisait une vingtaine de degrés. Et en fait, c'est sur l'IRM pré-op qu'on s'est rendu compte qu'elle avait un ostéome ostéoïde et qui était au sommet de la courbure. Alors, qui est la poule, qui est l'œuf, on ne sait pas, mais enfin, n'empêche que voilà, cette gamine, elle n'a pas une scoliose à proprement parler idiopathique. Donc, il faut rechercher à la consultation des éléments significatifs d'une douleur d'origine organique. Donc, la durée alors c'est de moins d'un mois, pardon. Donc, l'apparition de douleurs récentes, avec une intensité croissante, une altération du sommeil, un retentissement sur la vie scolaire et sur les jeux chez les petits. Hein. C'est des choses qui doivent... Vous savez, les jeunes enfants, ils n'ont pas de bénéfices secondaires. Hein. Donc, quand ils vous disent qu'ils ont mal et qu'ils vont plus jouer, qu'ils veulent plus aller à l'école, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, c'est parce qu'ils ont vraiment mal. L'existence de signes généraux, enfin bon voilà, tous ces signes qui vous font penser que c'est pas des douleurs juste docteur, j'ai mal au dos, j'en peux plus, elle a mal au dos tout le temps, le Doliprane ça fait rien. Bon, ça c'est des douleurs, c'est pas des douleurs, c'est pas évocateur de douleurs organiques, d'accord. Voilà, douleurs du sud, de façon plus générale. Non, voilà, il faut chercher des signes de pathologie organique pour faire une IRM et pour éventuellement dépister quelque chose qui ne serait pas une douleur plus classique. Et puis je terminerai sur la gêne esthétique. Donc la gêne esthétique, elle est due à plusieurs choses. Il y a la gibbosité, évidemment, avec l'asymétrie des omoplates, le déséquilibre des épaules et l'asymétrie des plis de la taille et éventuellement la gîte latérale du tronc. Donc oui, la chirurgie, elle améliore la morphologie du tronc. Donc on peut penser qu'il y a un bénéfice esthétique, mais
il y a quand même, c'est pas des chirurgies anodines, d'accord, c'est pas une liposuction ou des prothèses mammaires. Il y a des risques de complications qui sont potentiellement dramatiques, alors certes qui sont pas fréquentes, hein, notamment les déficits neurologiques, c'est décrit dans 0,2 à 0,3% des cas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je suis pas sûr que juste pour une gibbosité, ça vaille le coup d'aller tenter ça. Donc en conclusion, ce qu'il faut détecter, c'est les patients qui ont un risque de poursuite de l'aggravation de leur déformation à l'âge adulte en dehors de tout phénomène de croissance, puisque la scoliose idiopathique, c'est une maladie de croissance, donc ça s'aggrave pendant la croissance, mais normalement, quand la croissance est terminée, ça doit plus s'aggraver, donc il faut détecter ceux qui ont un potentiel pour continuer de s'aggraver. Les facteurs de mauvais pronostic à l'âge adulte, donc ceux qui relèvent d'une indication chirurgicale, c'est les angles de Cobb supérieurs à 45 ou 50 degrés et les thoracolombaires ou lombaires supérieurs à 35, en gardant bien à l'esprit que ça dépend de la rotation, ça dépend de la gîte, ça dépend de plein de choses, et que si vous avez des scolioses qui sont un peu limites en termes de valeur, il faut bien entendu continuer à les suivre après la fin de croissance pour pouvoir détecter une aggravation s'il doit y en avoir une. Et ne pas attendre la survenue de phénomènes dégénératifs. Parce qu'en fait, bon, juste rapidement, le problème de ces malades-là, ceux qui sont un peu limites, vous allez les suivre. Si vous astreignez pas à les suivre, ils vont finir par plus venir. Si vous leur dites faites une radio tous les 10 ans, vous savez très bien que la prochaine radio, ils la feront pas. Ils ont autre chose à foutre. Ils ont un travail, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et puis ils vont revenir à 45 ou 50 ans avec des scolioses idiopathiques vieillies, avec des phénomènes dégénératifs qui se seront surajoutés et qui nécessiteront des chirurgies beaucoup plus invasives que si vous détectez une aggravation à 20-25 ans, quoi. Voilà, et la douleur et la gêne esthétique ne sont pas des indications chirurgicales, mais de toute façon, tout est lié. Ouais. Alors j'ai une question. Du coup, c'est de la chirurgie un peu prédictive. Ouais, préventive même. C'est préventif, pardon. C'est quoi ta rhétorique classiquement auprès d'un malade de 12, 13, 14 ans qui est un peu dans l'opposition, est-ce qu'il faut le convaincre déjà ou il est assez adhérent? Alors souvent c'est les parents surtout qu'il faut convaincre. Parce que finalement les gamins qui sont en corset, t'en as beaucoup qui te disent en fait qu'ils ont marre du corset et qu'ils veulent être opérés. Mais chez ceux qui sont un peu en opposition, bah moi je leur fais la courbe de Duval-Beaupère, hein, tout simplement. Hein. Je leur montre, voilà, il y a des scolioses qui sont stables, d'autres qui sont évolutives, et en leur disant que à l'âge adulte ça se passe mal. Et alors après, moi j'en vois pas des patients de 50, 55 ans qui ont des idiopathiques vieillies, mais pour discuter souvent avec Benjamin Blondel qui fait de l'adulte chez nous à Marseille, là, c'est quand même pas la même, c'est pas la même chirurgie, quoi. C'est pas la même chirurgie, c'est pas les mêmes suites, et c'est des patients qui en post-opératoire, bon, ils sont certes améliorés, mais enfin, quand tu as un montage, quand tu as un T2 bassin, tu vois, je pense que tu vas moins bien que quand tu as un T2L2 ou T2L3, quoi. Ouais. Merci. C'est sûr que c'est plus compliqué, je pense, en 2023, de notre génération, de convaincre des parents et des adolescents que celle de nos patrons où c'est comme ça et c'est tout. Vous allez au bloc. Mais de toute façon, c'est des discussions. Et après, ceux qui veulent pas, tu leur dis, bah, y a pas de souci, vous voulez pas, mais revenez quand même. Et puis, de toute façon, tu vois bien, tu leur dis, voilà, regardez, vous voyez ce que je vous avais dit, la scoliose, il a pas pris 1 centimètre et la scoliose, elle a pris 10 degrés. Donc, ça peut pas bien se passer. Et en général, à partir de ce moment-là, ils acceptent, quoi. Enfin, tu vois, ils se disent, voilà, on peut pas le laisser. Ouais. J'ai une question que je voudrais poser aux pédiatres et aux adultes pour voir si ça match. Une patiente qui a... qu'on quitte là, qu'on échange un pédiatre, on la quitte, elle a 18 ans, elle a une scoliose 35-40 degrés, on a décidé de ne pas l'opérer. Comment est-ce que tu la renvoies chez les adultes? Est-ce que tu le fais de manière systématique? Tu dis bah voilà, vous prenez dans 5 ans pile un rendez-vous chez le chirurgien adulte en donnant un nom de quelqu'un que tu connais. Et les adultes, quand est-ce que vous voulez revoir du coup les patients qu'on quitte en pédiatrie? Est-ce que vous voulez les revoir de manière systématique en disant bah moi je voudrais la revoir à 25 ans, à 30 ans, etc. Ou est-ce que... non, moi ce que je fais, les scolioses qui sont un peu limites, chez qui je pose pas l'indication chirurgicale, en général, celles qui sont vraiment limites, je les revois moi.
Je les revois à ma consultation de pédiatrie, mais c'est pas grave, tu peux les revoir jusqu'à 25-30 ans, c'est pas très grave. Et celle que je revois pas, c'est celle où tu te dis, celle-là, c'est quand même, t'as 1% de chance qu'elle évolue. Tu as les 20-25 degrés en thoracique, celle-là, je leur dis, faites une radio tous les 5 à 7 ans et vous la montrez à votre généraliste, et si jamais c'est grave, vous allez voir un chirurgien, ou alors allez voir un chirurgien dans 5 ou 7 ans. Mais après, je pense que chacun fera sa sauce, mais le tout, c'est de pas les laisser dans la nature, quoi. Oui, je voulais vous demander aussi ce que je vois apparaître à l'heure actuelle, les modulations de croissance, ce que vous en pensez. J'ai 2 questions. Donc la modulation de croissance, et puis je vois des montages où on dit aux patients qu'on va... on ponde plus toute la scoliose, on corrige une partie de la scoliose, puis on leur dit vous reviendrez, vous aurez plus de souplesse comme ça, puis vous reviendrez dans 10 ans, dans 15 ans pour faire la suite. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez, ce qu'on voit ça apparaître à l'heure actuelle. Moi je vois des patients qui reviennent avec ça. Donc, alors c'est 2 choses différentes. Sur la modulation de croissance, c'est un sujet un peu qui fâche parce que tout le monde a un avis, soit on est à fond dedans, soit on est complètement contre. Moi, mon avis, c'est qu'il y a probablement des indications de modulation de croissance, mais qui sont vraiment très restreintes et que si on les respecte pas, ça fait des catastrophes, ou ça fera des catastrophes dans les années qui viennent. Donc je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet qui est... à mon avis, énormément de choses à dire et ça prendrait du temps. Et sur les arthrodèses sélectives, c'est-à-dire le fait de faire un montage très court, je pense que c'est plus possible maintenant que ça ne l'était avant, puisque on a des instrumentations qui sont plus puissantes, et on va en parler après, où on arrive à avoir des corrections qui sont meilleures, ce qui permet d'économiser des niveaux. Maintenant, sur une double ou une double majeure, où on dit je vous fais la thoracique et vous ferez la lombaire quand elle aura dégénéré, quand elle sera arthrosique, je trouve qu'on retombe un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire que si vous attendez qu'il y ait de l'arthrose pour opérer, vous avez tout perdu, quoi. Donc il faut quand même bien mesurer, à mon avis, les indications, choisir les niveaux et tout ça. C'est une bonne transition du coup pour Brice. Bon, merci beaucoup. Alors effectivement, juste pour dire un mot sur la modulation de croissance, je pense que la seule chose déjà qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui que ça marche. Je pense que ça suffit déjà comme discours, parce qu'on est comme chirurgien. On ne peut pas vendre de l'expérimental aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des études scientifiques qui sont faites notamment sous l'égide de la FDA aux États-Unis qui sont vraiment très bien faites. Et ils disent qu'il y a une vraie modulation dans environ 10% des patients opérés. Donc déjà, il faut qu'on détermine lesquels sont ces 10%. Et je trouve que proposer un geste chirurgical qui a 90% de chance ou de malchance de ne pas marcher, aujourd'hui, c'est un peu limite. Voilà. Mais on peut faire de l'expérimental en France plus facilement qu'aux États-Unis. Donc, pour revenir maintenant au choix des niveaux de fusion, parce que ça c'est un élément essentiel. Alors on s'est focalisé essentiellement sur l'idiopathique parce que effectivement sur les scolioses neuromusculaires, syndromiques, etc. Le débat n'est pas le même. On va souvent plus bas. Alors que les adolescents, comme vous a dit Sébastien, on fait du préventif. Très souvent les enfants se plaignent de très peu de choses. Donc il faut se poser la bonne indication de l'indication, mais on ne peut pas se rater, quoi, parce qu'effectivement il y a aussi 2 manières de voir les choses quand on est pédiatre. Pour en revenir à la transition de ceux qu'on n'opère pas, c'est qu'en fait, on les suit toute notre vie, les patients. Même quand vous les avez opérés, s'ils vont mal 15 ans après, ils vous rappellent quand même. Donc en fait, la chirurgie pédiatrique, c'est bien, mais il ne faut pas se planter, parce que les patients, ils vous suivent. Donc comment on choisit les niveaux ? Les objectifs, on les a rappelés. C'est que la zone de fusion soit alignée, centrée sur le bassin. Et bien entendu, nous, puisqu'on fait de la prévention, on veut systématiquement laisser le plus grand nombre possible d'étages mobiles. C'est quand même le but. Maintenant, notre objectif, en tout cas en France, c'est de ne pas réopérer les gens. Donc il faut essayer de faire court, mais pas trop court, pour qu'on n'ait pas à retourner à la chirurgie dans 10 à 15% des cas, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Donc les choix des niveaux, ce qui est très important pour tous ceux qui ont été exposés, c'est que dans un premier cas, c'est une affaire d'école. Donc personne n'est d'accord, et c'est pour ça que la scoliose est un sujet passionnant. C'est qu'en fait, chacun apprend des choses différentes, et comme on bouge peu dans notre internat, on est chacun persuadé d'avoir raison. C'est pour ça que les débats sont toujours éternels et très animés quand on parle des choix de niveau. Donc l'objectif de ce topo, c'est de vous donner en fait des règles, que vous sachiez ce qui se fait, et après, chacun se fait sa propre expérience, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Ce qui est important aussi, c'est pour ça que je pense que ce topo est intéressant, c'est que la littérature, elle est non seulement abondante, mais elle est extensive, elle est très très controversée, et si un jour pour un staff, on vous dit, quel niveau de fusion tu préparais, je pense que vous allez pour 15 jours juste pour décrypter la littérature, et les messages ne seront absolument pas formels.
Donc c'est une remise en question permanente. Moi, à chaque fois que je regarde mes montages, ce que je faisais il y a 2-3 ans, je change. Donc on change tout le temps. Vous changez du fait de la littérature, du fait de votre expérience personnelle, ce qu'on appelle le bruit. Il y avait eu un topo à la Softcode qui est très intéressant sur le bruit. C'est comment vous êtes influencé par votre propre expérience. Parfois, vous essayez de sauver un étage, ça marche. La fois d'après, vous le faites, et hop, ça rate. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bruit en chirurgie, c'est très intéressant. Donc il y a des expériences de service, il y a aussi des dogmes, de moins en moins. Il y a des patrons qui disaient « on fait jamais ça chez moi, on fait jamais ci chez ça ». J'avais fait un topo une fois en Europe, on avait montré un cas. Les Italiens ils disaient « on s'arrête jamais en L1 ». Les Anglais, ils s'arrêtent jamais en L2. Et en France, on s'arrête jamais en T12. Donc en fait, finalement, ça n'a aucun intérêt. Donc ce qui est intéressant aussi dans ces questions, c'est on se dit, est-ce que le 3D, parce que maintenant on a beaucoup de 3D, est-ce que ça change nos choix de niveau? Donc ça, j'essaie de vous en parler un petit peu. Et ensuite, bien sûr, ça, Sébastien vous en parlera, c'est les méthodes de correction. Est-ce qu'on peut faire différent? Et ça, c'est sûr que oui. Donc quelques principes rapides, mais il faut connaître, parce qu'il faut commencer par la base. Les principes de Harrington, c'était les premiers pour choisir le niveau de fusion. C'était de fusionner toutes les vertèbres inclus dans l'angle de Cobb. Déjà, et c'est ça qui est très intéressant, parce que les gens citent très très peu ce deuxième paramètre, c'est qu'en fait le profil était déjà pris en compte, et en fait il fallait fusionner les disques en syphose, donc ça c'était bien décrit dès le début, et il fallait finir votre niveau distal dans la zone de stabilité, mais qui était relativement large, puisque c'était une zone qui s'étendait en fait entre les trous sacrés, entre le premier trou sacré droite et gauche. En fait, dans la majorité de vos courbures, toutes les vertèbres lombaires sont dans cette période de zone de stabilité. Donc c'était pas facile, ça c'était pas très très actif, mais il y avait des bons principes. Ensuite, c'est dans le Minnesota, le Twin Cities Scoliosis Center, qu'ils ont commencé à faire une première classification qui a été assez étendue, mais qui n'est plus tout utilisée aujourd'hui, celle de King. Mais en fait, il y avait néanmoins quelques éléments intéressants. La définition de la vertèbre stable. Donc la vertèbre stable, c'était une vertèbre qui était traversée entre ces pédicules par la ligne centrale du sacrum. Et donc ce sont les premiers qui ont décrit plusieurs types de scoliose, qui ont déjà dit qu'il ne fallait pas descendre sous L4 dans les idiopathiques, donc c'était quand même assez ancien, dans les années 80, et qui ont commencé à parler du concept de fusion sélective. C'est-à-dire que certains patients qui avaient deux courbures ne pouvaient être fusionnés que sur une courbure, que ce soit celle du bas ou celle du haut, mais ça c'était un premier concept qui était introduit. Ensuite, en France, et sous l'égide de M. Dubousset et de Salanova, nous on s'est assez vite intéressé au disque. Et donc il y avait un élément qui est très intéressant, parce qu'on n'en parle presque plus, mais nous on le prend souvent en compte, c'était de regarder la mobilité des disques sur les clichés en inclinaison ou en bending. Et en fait, ce qu'ils avaient bien rapporté dans plusieurs communications et un papier finalement très tardif, ce qui est sorti qu'en 2000, peut-être lié au délai de publication dans le RCO, on en reviendra, c'est qu'il fallait s'arrêter sur la vertèbre d'élection, c'est-à-dire que quand on s'arrêtait sur une vertèbre située au-dessus d'un disque qui bougeait bien, on avait 7 fois moins de risques que le montage se déséquilibre. Et ça, c'est très important parce que les Américains, jusque dans les années 2010-2015, ils n'ont jamais parlé du disque ni du côté dynamique des bendings. Alors que nous, très tôt. Donc en fait, ce qui fait référence chez les Américains, c'est la classification de Lenke. Ce que tout le monde doit connaître. Nous, le premier jour, quand les internes viennent dans le service, s'il y en a un qui ne connaît pas la classification de Lenke, il part avec et tous les jours, on les interroge. Il y a beaucoup de récalcitrants en France qui ne veulent pas l'utiliser, mais on ne peut plus ne travailler sur la scoliose sans la classification de Lenke. Tous les papiers reposent là-dessus, toutes les communications reposent là-dessus, et donc en fait, il faut la connaître. Elle n'est pas très compliquée, je ne vais pas la détailler là parce qu'elle est assez simple à retenir. L'idée, c'est juste de comprendre quelle est la structuralité de chaque courbure, et ensuite, en fonction de la structuralité des 3 courbures qu'il y a globalement, soit les 3 sont structurelles, soit il n'y en a que 2, soit il n'y en a qu'une, et ça vous distingue le type de Lenke. Ce qui est intéressant, c'est le modificateur lombaire qui a été rajouté après. C'est que vous avez la ligne centrale du sacrum donc, qui a été connue depuis très longtemps, et vous regardez où est-ce qu'elle croise votre courbure lombaire. Et donc il y a 3 types. Il y a le modificateur A, donc comme le cas à gauche, où toutes les vertèbres lombaires finalement sont relativement bien alignées. Ça, c'est des cas plutôt faciles. Il y a le B qui ne sert pas à grand-chose, où la ligne centrale passe sur le pédicule lombaire, et le C, où ça passe quasiment en dedans. Donc vous voyez bien qu'en fait le type C, en gros il y a 2 courbures en général qui sont souvent structurelles. Le type A c'est plutôt des thoraciques simples. Et la B, ça ne sert pas à grand chose en fait. C'est-à-dire que la B, vous vous dites si j'attends 5 ans, ça va devenir une C. C'est un truc qui ne sert pas à grand chose. Mais enfin c'est utile parce que dans les descriptions et dans les papiers du coup on en parle. Donc il y a des avantages dans cette classification de Lenke, c'est que d'une part c'est la référence. Donc elle vaut ce qu'elle vaut, elle a beaucoup de défauts mais c'est la référence. Elle prend en compte un petit peu le profil, mais pas assez, et elle a une bonne reproductibilité entre les différents opérateurs. Par contre, ce qui ne va pas terrible, c'est qu'elle est assez quand même complexe. Première fois que vous la regardez, vous ne comprenez rien, donc il faut vraiment la regarder des tonnes de fois pour commencer à s'y habituer. Le modificateur B, qui à mon avis ne sert pas à grand-chose, et puis il y a certains types qui finalement, avec le temps, se superposent un petit peu. Une des grosses limites également, contrairement à celle de King, c'est que dans cette classification, il n'y a aucune recommandation sur le niveau de fusion. Donc c'est descriptif, mais ce n'est pas censé vous dire ce qu'il faut faire.
Donc en fait, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors que la King's, vous étiez censé avoir des niveaux de fusion recommandés en fonction du type de King. Donc qu'est-ce que vous avez comme outil aujourd'hui pour choisir votre niveau inférieur? Les éléments importants, c'est choisir une vertèbre stable. Mais là, on va revenir. Le problème, c'est qu'il y a énormément de définitions de stabilité. Il faut que la vertèbre ne soit pas dystrophique. Ça, Sébastien vous a dit un mot. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que votre vertèbre ne soit pas déformée. Il faut que le disque soit mobile. Ça, c'est un peu notre image française. Il faut que la vertèbre soit neutre, donc peut tourner. Et un élément qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut regarder le profil aussi. Il ne faut pas finir au-dessus d'un disque symphotique. De même qu'il existe une ligne de stabilité sur la face, il y en a une sur le profil, qui a été décrit par le chirurgien de Los Angeles à Davis Skaggs, qui en fait trace une verticale, un peu comme la SVA. Vous prenez le bord postéro-supérieur du sacrum, et on dit que votre vertèbre inférieure doit être située en avant de cette ligne. En fait, ça évite le risque de sypho jonctionnel. Et il faut toujours considérer la charnière lombosacrée, ça c'est ce que j'ai rajouté, parce que c'est vrai que dans quasiment 10% des cas, on retrouve des enfants qui ont des lombalisations de L5, et comme mon principe, et un des principes, c'est de garder toujours 2 disques mobiles, bah parfois, vous allez aller plutôt en L3 qu'en L4, si vous avez un disque L5-S5 qui n'est pas fonctionnel. Donc il faut vraiment toujours regarder ça. Donc la stabilité, finalement, on voit bien que c'est le critère principal, mais le problème, c'est qu'il y a 75 définitions de stabilité. Donc la base, c'est que vous tracez la ligne centrale du sacrum, normalement, dans la vraie définition, quelle que soit l'inclinaison de votre bassin, et vous faites une verticale et vous regardez comment ça croise les vertèbres lombaires. Et la vraie vertèbre stable, c'est celle qui est traversée, donc c'est la plus proximale, traversée entre ces pédicules. Donc sur cette vertèbre-là, ça serait la 3e foncée, en bas. D'accord ? Le problème, c'est qu'ensuite, comme chacun veut faire des publications, tout le monde trouve des nouveaux critères. Donc maintenant, ce qui apparaît dans la littérature, c'est la LTV et la LSTV. Donc si vous prenez ce schéma, vous avez la ligne centrale du sacrum, vous avez la LTV qui n'est pas traversée entre ces pédicules, mais qui est quand même touchée, il y a un petit coin qui est touché, et vous avez la LSTV qui est la dernière touchée substantiellement. Donc ça passe sur le pédicule, donc c'est pas entre le pédicule, c'est sur le pédicule. Donc en fait, finalement, vous avez 3 choix différents. Vous avez la stable, la LSTV ou la LTV. Et donc en fait, vous avez des pléthores de publications en disant, bah tiens, j'ai fait des LTV, j'ai fait LSTV. Donc déjà, il faut bien comprendre ce que c'est. Parce qu'honnêtement, moi, ça a mis des années pour comprendre ce que c'était déjà. Donc moi, ce que je conseille... Et voilà, après, tu peux faire +1, LTV -1, LTV +2, etc. Donc pour moi, ce que j'appelle la stable, on reste sur les principes, c'est celle qui est traversée entre mes pédicules. Alors comment choisir? Parce qu'ensuite, c'est bien beau d'avoir ça, mais vous avez plein de clichés aussi. Donc vous avez des clichés debout, vous avez des clichés couchés, vous avez des clichés en inclinaison, vous avez toutes ces classifications. Et si vous regardez donc un patient, ben vous voyez, en fait, vous pouvez dénommer, vous avez 1 milliard de façons d'appeler vos vertèbres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la thèse de François, là, qui est dans l'audience, qui sera, j'espère, bientôt publiée. N'est-ce pas ? Il a travaillé là-dessus l'année dernière. Et c'est vrai que ce qu'on regardait, c'est un principe assez simple, c'est qu'on regardait tous les clichés que nous, on fait en pré-op. Et donc en pré-op, qu'est-ce qu'on fait? On fait un EOS debout, c'est l'image de gauche. On fait systématiquement, le jour du bilan, le jour du check-up des patients, un cliché couché sur le dos. Et on fait une radio per-op pour voir notre niveau, pour vérifier le niveau. Et donc en fait, on essayait de comparer déjà, est-ce que la dénomination de ces vertèbres était les mêmes sur ces 3 clichés? Et finalement, lequel nous servait le plus dans notre pratique? Et déjà, ce qui est très intéressant, c'est que nous, en général, on fait un staph rachis, en général, minimum 4 à 7 mois avant la date de chirurgie. Et vous voyez, dans 43% des cas, on n'a pas fait ce qu'on avait décidé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a été influencé. Alors, est-ce qu'on a été influencé par le clinique, par le cliché per-op, etc. Ça aussi, on a travaillé un petit peu dessus. Mais déjà, ça, c'est important à comprendre. Et vous avez vu que là, sur ces 2 clichés, ne serait-ce que sur le debout et le couché, la LTV, c'est plus la même déjà. Donc, en général, on a plutôt tendance à prendre le worst-case scénario, donc prendre la debout, mais on ne sait jamais quoi faire. Donc ça, c'est une patiente, vous voyez, par exemple, qui avait une scoliose relativement simple, déséquilibrée vers le côté droit, une thoracique principale, assez vieille. Donc c'est important l'âge, parce que plus les patients sont âgés, moins en général ils ont de risques de continuer à évoluer au cours de leur croissance ou de leur jeune vie d'adulte. Et donc on avait prévu de faire T3 L2, puisque c'était L2 sur le cliché debout, qui était la vertèbre stable, donc traversée bien entre ces pédicules. Je vous ai mis sur le profil le milieu de la vertèbre L2, donc c'était en avant aussi, donc tout marchait bien, elle était relativement stable. Vous avez le cliché couché, sur le cliché couché, elle est complètement réductible quasiment. Donc là déjà le cliché couché, vous dites, bah, pourquoi je fais pas moins en fait, pourquoi je fais L2? Ça sert à rien. 7 mois plus tard, on l'opère, c'est le cliché per-op. Elle était déjà un tout petit peu plus, un peu moins réductible, c'est le cliché sur une table radio transparente, sur le ventre. Donc là on voit que L1, vous voyez, est touché sur le pédicule, donc L1 n'est plus la stable, mais ça devient la LSTV on va dire. Et donc je me dis, bon allez, j'y vais, je fais L1.
et elle a un résultat à 3 mois nickel, et on la revoit à 18 mois, elle est nickel, et là on se dit j'ai tout compris, il faut faire la LSTV. Quelques jours après, deuxième patiente, 14 ans, pareil, deux courbures, mais la courbure lombaire n'était pas très importante non plus. On staffe au début T2, on se dit on fera T3L2 ou T3L3. Bon, les bendings étaient très souples, on se dit on va y arriver, ça devrait, etc. On fait un cliché couché, pareil, ultra souple. On se dit bon, là j'ai peut-être même pas besoin de faire L3, là c'est parfait. J'ai fait L1 il y a 2 semaines. On fait T3L1, le cliché PEROP qu'on fait à la fin de la correction. Donc ça c'est sur le ventre, dernier radio PEROP. Chirurgien très content, c'était moi. Je me dis ça y est, j'ai tout compris, il faut toujours faire L1, ça marche tout le temps. Je la revois à quelques mois. Superbe profil, parce qu'on peut être content du profil, et vous avez eu catastrophe, elle a un adding on, elle repart complètement. Pourtant, quand vous prenez tous les critères, il y avait tout pour que ça marche. J'avais fait L1, elle était centrée, le cliché PEROP était parfait, vous ne comprenez pas, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc, il y a plein de règles, mais en fait, il faut continuer à s'adapter. Donc, finalement, sur ce cas-là, on peut se dire, j'aurais dû réfléchir sur mon cliché debout, et pas me laisser influencer. Alors que sur le cliché d'avant, je m'étais laissé influencer. Donc, au final... pour moi, déjà, le premier message de ça, c'est qu'il faut rester avec nos règles appliquées sur le debout. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Sur certains cas, on va peut-être comprendre qu'on peut être influencé par le PEROP et faire moins, mais les vrais modes de réflexion, c'est sur le cliché debout. Alors, l'inclinaison de L4, ça, c'est une nouvelle notion aussi qui est intéressante. C'est qu'on se rend compte que pour des mêmes courbures, il y a un modificateur lombaire. Si vous prenez ces deux courbures, si vous prenez le schéma, vous voyez que le schéma de gauche, en fait, le tilt de L4 va dans le sens inverse de la thoracique. C'est vers la gauche. Sur le dessin de droite, c'est dans le même sens. Et en fait, ils se sont rendus compte dans plusieurs publications, et c'est une constatation clinique, que quand vous avez le tilt de L4 qui est dans le même sens que la dorsale, en fait, il ne faut pas faire trop court, parce que les enfants, ils ont tendance à repartir. Donc en fait, si vous avez une vraie contre-courbure, vous pouvez faire court. Si vous n'avez pas une vraie contre-courbure, il faut descendre plus bas. Il faut être très strict dans vos critères de stabilité et surtout pas prendre la LTV à peine touchée parce qu'ils vont repartir sur le côté. Et probablement qu'il y a un problème proprioceptif chez ces patients qui est peut-être différent et ça joue. Et ça, par contre, on ne sait pas les évaluer aujourd'hui. Alors, en gros, dans la littérature et quand on discute, finalement, donc, dans ce qu'il faut savoir comme terme, c'est est-ce qu'on fait sélectif, est-ce qu'on fait pas sélectif. Sélectif, c'est vous vous arrêtez en T12 ou au-dessus. Non sélectif, c'est vous amorcer la lombaire. Quand vous faites non sélectif, vous avez un meilleur équilibre, vous avez moins de risque de réopérer vos patients, mais théoriquement, vous avez un plus gros risque de dégénérescence discale en dessous. Quand vous faites très court, en fait, les chirurgiens sont très contents, les patients ne s'en rendent pas trop compte, il faut être assez honnête, mais vous avez un risque de déséquilibre ou d'addinium qui est supérieur. Ce qui est intéressant dans ce papier, vous voyez, ils avaient envoyé 264 cas à des chirurgiens de la SRS. Il y avait, je ne sais plus combien il y avait de chirurgiens, mais beaucoup. Et vous voyez, 50-50, la moitié faisait des sélectifs, la moitié faisait pas de sélectifs. Donc en fait, ça reste débattu, ça dépend des patients. Vous avez des gens qui comprennent bien, il y a des gens qui préfèrent vous disent, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de proposer une plus sélective à quelqu'un qui est très sportif, mais en lui expliquant qu'il serait peut-être réopéré. Et c'était un choix. Par contre, quelqu'un qui comprend rien, qui fera un suivi, etc., je préfère faire 2 niveaux de plus, etc. Nous, on a de la chance en France, c'est que déjà on n'a pas cette composante économique, qui est essentielle. Aux États-Unis, c'est entre 200 et 300 000 euros l'intervention, sont ravis de faire T12 et de faire une petite extension de L2 4 ans après. Nous, heureusement, on n'a pas ce... À part Vincent peut-être, on n'a pas on n'a pas du tout ce composant de notre réflexion, mais c'est très important parce que la littérature est influencée par ça. L'analyse du bassin, c'est un truc purement marseillais, donc c'est pour faire plaisir à Sébastien. Il y avait monsieur Bergouin, Aixois, qui pendant tout mon internat parlait du bassin oblique et du bassin inclus et du bassin exclu. Pendant 16 ans, je disais oui, j'avais jamais rien compris. Et en fait, ça revient un petit peu à l'inclinaison de L4. C'est qu'en fait, c'est pour voir si le bassin est inclus dans la courbure lombaire, et auquel cas, en général, il disait qu'il fallait descendre plus bas, ou s'il y avait une vraie contre-courbure lombo-sacrée, et auquel cas, le patient se rééquilibrait mieux, et auquel cas, on pouvait faire un petit peu plus court. Bon, c'est quelque chose dont on en parle moins, mais voilà, c'est un petit mot pour M. Bergouin qui a bien animé tous les débats de la SCOS pendant des années. Alors l'arthrodèse sélective, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc en fait, il y a peu, et voire très très peu, d'études cliniques qui prouvent un gain de mobilité. Il y a à mon avis, à ma connaissance, quasi zéro. Aujourd'hui, on a des espoirs sur l'analyse quantifiée de la marche, parce que ça c'est intéressant. Et en tout cas, nous, dans nos résultats préliminaires, quand on compare quelqu'un fusionné en T12, L1, L2 et voire L3, on trouve quasiment aucune différence sur le schéma de marche et sur les mobilités. En revanche, vous avez un risque plus important de déséquilibre et de révision. Et dans la littérature américaine, ou anglo-saxonne, on va dire, vous avez taux d'adding on, donc de déséquilibre, pouvant amener à des reprises qui vont de 2 à 50%. Donc c'est quand même énorme. Donc une sélective, c'est L1,
ou au-dessus, c'est pas en dessous. Il y a des gens qui font des sélectives qui disent j'ai fait une sélective, je me suis arrêté en L2, c'est pas une sélective, c'est juste que vous avez fait un peu court, mais c'est pas une sélective. Et les 3 éléments qui sortent dans la littérature pour essayer de pouvoir le faire en termes de succès, quand vous avez 2 courbures, nous on n'a pas cette culture trop en France. Sur des courbures comme ça, il y a très peu de gens quand même qui font des sélectives, hein, très très peu. Mais aux États-Unis, c'est la majorité aujourd'hui. Hein. Et en fait, ce qu'ils considèrent, c'est qu'il faut regarder le ratio entre la courbure thoracique et la lombaire, à la fois en termes d'angulation, à la fois en termes de rotation et à la fois en termes de translation. Et finalement, si vous avez une courbure qui est vraiment prédominante sur l'autre avec un ratio de plus d'1,2, sur au moins 2 critères, potentiellement, vous pouvez tenter une sélective. Moi, j'aime pas du tout les sélectives parce que je trouve que faire une sélective thoracique, les patients sont jamais contents parce qu'ils ont toujours la symétrie du flanc et ils sont pas contents parce qu'il faut être très honnête, les filles, c'est ça qu'elles veulent en général qu'on leur améliore. Et par contre, j'envisage plutôt parfois des sélectives lombaires, en laissant une dorsale si elle n'est pas très importante et que le patient n'a pas une énorme demande esthétique thoracique. Donc les facteurs de risque d'adénone, c'est quand vous finissez votre chirurgie et que votre dernière vertèbre instrumentée est soit un petit peu angulée, donc plus de 3 degrés par rapport au dernier disque, soit déséquilibrée par rapport à votre ligne centrale du sacrum. Donc si vous finissez la chirurgie comme ça, c'est sûr que vous allez vous planter. Mais vous avez vu le cas que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y avait aucun de ces critères. Donc ça, c'est encore autre chose. Attendez toujours quelques mois, ça c'est une patiente qui avait une scoliose très modérée, qu'on avait opérée, pour une demande d'ailleurs principalement esthétique. On lui avait fait une arthrodèse relativement courte, elle est revenue à 1 mois aux urgences parce qu'elle a eu un accident, parce que nous on ne voit jamais les patients à 1 mois. Et c'est marrant parce qu'elle repartait un peu. Alors là je me suis dit, je l'ai opérée pour rien, elle n'avait pas grand chose et en plus elle va partir en dessous. Et en fait moi je les vois à 3 mois, et en fait à 3 mois elle s'était complètement rééquilibrée. Et moi c'est pour ça que déjà le premier cliché post-op je ne le fais qu'à 3-4 mois maintenant, j'en fais plus du tout avant. J'en fais plus au cours d'hospitalisation et j'en fais plus à 1 mois et demi. L'arthrodèse non sélective, c'est plus efficace parce que vous bloquez tout. Vous améliorez beaucoup mieux votre correction. Et ce qui est intéressant, c'est que les seuls papiers qu'il y a aujourd'hui avec 20-25 ans de recul, ils sont principalement japonais, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas plus de dégradation sous l'arthrodèse que dans la population générale. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune évidence clinique qu'il y ait une dégradation discale. Par contre, dans les règles, c'est qu'il faut laisser quand même 2 disques mobiles. Et je vous dis, quand il y a une anomalie de la charnière lombosacrée et qu'il n'y a pas de disque L5 S1, moi j'ai plutôt tendance à essayer de faire L3, même si mon L3 n'est pas parfait sur la radio. Je pense que c'est mieux, mais je n'ai pas de preuve non plus, mais j'espère en avoir dans quelques années. Et quand vous voyez cette méta-analyse qui est relativement ancienne, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est ressorti dessus, en fait finalement, ils trouvaient qu'il y avait... Leur conclusion, c'est qu'il n'y avait pas de littérature suffisante pour dire qu'il valait mieux faire court que long, en gros. Donc finalement, c'est un peu frustrant, c'est une vue de l'esprit, mais on n'a pas véritablement là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des cas où parfois ça ne bouge pas du tout en bas. Donc il y a un ganglio-lombaire peu réductible. Ça, c'était une jeune fille, je crois qu'elle avait 13 ans. Elle avait une grosse lombaire, on ne peut pas ne pas l'opérer. Elle a 13 ans, elle est comme ça. On sait que si on ne l'opère pas, ça va être la cata. Par contre, ce qui était très ennuyeux, c'est que vous voyez, sur le bending maximal de réduction, qui est le cliché du milieu, elle se réduisait quasiment pas. Parce qu'elle avait un contact iliocostal très précoce. Donc ça, si vous montrez ça à un adulte, il va vous dire, de toute façon, il faut aller au bassin. Hein. Voilà. Et ça, moi, je ne vais jamais au bassin chez les enfants, ni en L5, parce que je pense que laisser un seul disque, c'est trop risqué pour la dégradation. Et donc, vous avez 2 options. Soit vous dites, et d'ailleurs, c'est un cas qui avait été discuté, où les chirurgiens adultes disaient, non, mais laisse-la comme ça, tu es obligé d'aller au bassin. Mais elle avait 13 ans. Ou alors, vous faites confiance à vos arthrectomies, à votre réduction. Et en fait, vous avez vu, ça, c'est le cliché post-op. Les enfants restent beaucoup plus souples, comme vous l'a dit Sébastien, avec des grosses arthrectomies et des grosses manœuvres de correction, on arrive à avoir des super corrections. Donc, j'étais très content de mon radio PEROP. Le problème, c'est que je la revois à J7, elle était comme ça. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire de radio J7. C'est la 3e cliché. Et j'ai pas tourné l'image. Hein. C'était vraiment, elle se tenait comme ça à J7. Et alors là, je me suis dit, j'ai rien compris. Bien sûr, j'aurais dû faire le sacrum, etc. Radio à 3 mois, elle était comme ça. Et je vous assure, c'est un cas, on n'a rien changé, rien bidouillé sur les images. Donc voilà pourquoi il ne faut plus faire de radio à J7. Ça vous inquiète pour rien. Mais en tout cas, un ganglion lombaire non réductible, pour moi, ce n'est pas une contre-indication à la chirurgie chez les jeunes. Un autre exemple, un angle ilio-lombaire qui ne se réduisait pas terrible. Elle avait 18 ans. Vous voyez, il y avait à gauche la cliché debout, le coucher au milieu, le bending maximal, la 3e image. C'est pas top. Et en fait, il ne faut pas faire L5. On s'arrête en L4, on y arrive. Le L4 n'est pas parfait, mais le résultat fonctionnel est très bon. Et au moins, elle a 2 disques. La radio PEROP, pour moi, c'est essentiel. Donc, c'était aussi un des objectifs de la thèse de François. Parce qu'en fait, moi, je m'en sers beaucoup et ça m'influence énormément. Donc là, je vous ai montré, c'est un autre cas, mais un peu comme tout à l'heure. Nous, on fait un premier cliché pour voir à quel étage on est. Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Moi, je trouve que c'est bien de ne jamais se tromper d'étage. Et surtout, moi, ça me permet d'influencer et ça me permet de choisir vraiment où je m'arrête. Et je m'en sers beaucoup, en fait. Moi, souvent, finalement, je choisis au moment du bloc. Donc, je valide la LIV. Et en plus, on en fait une au début pour voir à quel étage on est. Et je valide mon choix inférieur. Et j'en fais une seconde à la fin de ma correction pour faire des petits ajustements sur le dernier disque.
La radio PEROP, je m'en sers aussi. Oui, ça c'était un cas où je me demandais si j'allais faire sélective ou pas. Et ben donc j'ai mis les vis, j'ai fait une première correction par la tige convexe pour voir ce que ça donnait en thoracique. J'étais content, j'ai fait un cliché avec une tige, j'étais content, et du coup j'ai fait une fusion sélective, je suis pas remonté en haut. Donc ça, je m'en sers pas mal. Par contre, c'est un luxe de l'avoir parce qu'il n'y a pas tellement d'endroits où vous pouvez faire un grand cliché sur une table carbone. Et en fait, c'est très très difficile, ce qui est quand même un monde quand on parle de la déformation. Nous, quand on a changé de table pour avoir ces nouvelles, en fait, ce n'était pas proposé par la personne qui construisait ça. Donc on a fait faire par le service de l'hôpital un porte-cassette long robotisé, avec un petit moteur qui monte et qui descend, c'est pas très compliqué. Et en fait, pour ne pas perdre ce cliché PEROP, parce que pour moi, c'est essentiel. Ensuite, ça, on en a parlé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a quand une anomalie transitionnelle? Est-ce qu'il vaut mieux faire un L3, comme c'est le cas à gauche, qui n'est pas parfait, ou un L4 parfait, mais vous ne laissez qu'un seul disque? Parce que si vous laissez qu'un seul disque, il y a quand même un gros risque de dégradation. Ça, il n'y a pas de littérature là-dessus. Moi, je commence à avoir presque 80 patients là-dessus, et j'aimerais bien que ça, c'est un bon sujet de multicentrique pour voir un peu ce qu'ils deviennent. La lysismique, c'est souvent une question, parce qu'en fait, les lysismiques, c'est fréquent chez l'enfant. Il y a presque 10-15% des enfants qui ont une petite lysismique, parfois asymptomatique. La littérature supporte le fait qu'il ne faut pas la prendre en compte. Donc la littérature dit, si vous avez une scoliose et une lysismique, s'il faut descendre en L4, vous allez quand même en L4. Vous n'allez pas augmenter le risque de douleur. Dans ma pratique, ce n'est pas toujours le cas, je trouve. Sincèrement, ça dépend pour beaucoup de l'incidence pelvienne. Je trouve que les enfants qui ont une grosse incidence, si vous arrêtez en L4 et qu'ils ont une lyse en dessous, je trouve qu'ils ont un peu plus mal. Mais ce n'est pas prouvé. Normalement, ce n'est pas un facteur qui doit rentrer en compte dans votre décision. Et ça, c'est un exemple, je crois que j'avais montré, où en fait, finalement, cette jeune fille... Alors, si ça c'est pour dire que quand je vois une lyse, inconsciemment quand même, j'essaie toujours de faire un peu au-dessus. Si j'hésite entre 3 et 4, je me dis je vais quand même faire 3, elle aura un petit peu plus de mobilité au-dessus de sa lise. Donc c'est un peu contre la littérature, mais c'est un petit peu instinctif. Le niveau supérieur, c'est beaucoup plus court, parce qu'en fait, là, c'est le foutoir total. Qu'est-ce que vous voulez pour le niveau supérieur? En gros, vous avez deux éléments. Chez les adultes, c'est beaucoup plus important, c'est essayer qu'ils ne partent pas au-dessus, c'est les PJK. Chez les enfants, c'est les PJK en haut, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, des PJK. Il y en a pas mal sur le plan radiologique, mais les enfants s'en plaignent pas tellement. Par contre, vous voulez équilibrer les épaules. Ça, c'est hyper important, parce que si vous les montez mal, les enfants sont vraiment très insatisfaits. Donc, plus vous montez haut, plus vous allez agir un petit peu sur la jonction cervicale. Donc, le risque, c'est qu'ils aient mal au cou. Plus vous êtes en bas, plus ils ont une meilleure équilibration spontanée, mais ils ont un risque de repartir aussi au-dessus. Donc, c'est pas évident. La définition des PJK, c'est pas l'objectif, mais il faut comme tout le monde utilise la même. C'est une angulation de plus de 10 degrés entre la dernière vertèbre instrumentée et 2 vertèbres au-dessus, mais ce n'est pas une valeur absolue, c'est l'évolution. Il faut aussi que ça soit aggravé par rapport à votre préop. Sinon, ça ne veut rien dire. Si vous avez déjà un patient hypersyphotique, il reste hypersyphotique, ce n'est pas une complication. Donc la vraie définition, celle qui est la plus recommandée, c'est celle-ci. Et pour l'équilibre des épaules, ce n'est pas évident radiologiquement, en fait, parce qu'il y a plein de critères. Il y en a qui prennent le plateau de la dernière vertèbre, il y en a qui prennent les épaules, il y en a qui prennent les... C'est assez compliqué finalement, et il y a peu de corrélation retrouvée cliniquement entre radio et clinique. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les LENQ 2 qui ont 2 courbures, c'est là où il ne faut pas se planter. Quelques règles de base, en tout cas ça, si vous prenez ça, déjà vous ne pouvez pas vous planter. On va dire c'est la base dans les revues, dans les livres d'éducation aux États-Unis. Et donc ça, c'est assez facile à retenir. C'est que si vous avez une épaule gauche pré-op surélevée, il faut monter haut parce qu'il faut rabaisser les épaules. Si les épaules sont équilibrées en pré-op, vous faites T3, c'est-à-dire que vous prenez un peu le milieu. Et si c'est l'épaule droite qui est surélevée, quand vous allez corriger votre courbure, vous allez la rabaisser. Donc vous pouvez faire T4 et vous laissez finalement tout le secteur du haut. Moi, je descends jamais en dessous de T4. Voilà. Donc déjà, si vous savez juste ça, entre 2, 3, 4, et j'aimerais dire, si je rajoute quelques règles de base, j'essaye de toujours éviter T1, parce que sinon vous êtes trop près de la charnière occipitale. Et T5, T6, j'y vais jamais, parce que vous êtes un peu au sommet de la syphose. Du coup, vous avez plus de risques qu'ils se partent dessus. Et voilà. Et alors c'est là où on rentre un petit peu dans les détails. Il faut bien regarder le profil pour voir où est en fait votre syphose, parce qu'il faut toujours ponter votre syphose. Il faut éviter de s'arrêter à l'apex. Donc si vous avez un apex très haut, parfois il faut aller un peu plus haut. Et ensuite, nous, on a fait plusieurs papiers sur des règles de Monsieur Dubousset qui regardaient un petit peu la réductibilité de la contre-courbure du haut par rapport à la principale. Et en gros, s'il y avait un rapport de 1 sur 2, on disait qu'on pouvait la laisser se rééquilibrer. Mais c'est un peu plus complexe, donc je pense que déjà si vous retenez la base entre T2, T3, T4, c'est déjà pas si mal du tout. Donc en conclusion, d'après moi, il y a peu d'influence du niveau d'instrumentation. Aujourd'hui, toutes les études 3D montrent que ça ne change pas grand-chose nos règles de base. Ce qui est important, c'est de planifier. Donc maintenant qu'on travaille beaucoup avec les unités, c'est assez intéressant de réfléchir à ça. Les spondylos, vous ne les prenez pas trop en compte. Par contre, clairement, la littérature reste encore insuffisante. On n'a pas encore assez de cohortes de patients à plus de 25 ans. Les scores fonctionnels, pareil, on en a très très peu après 15 ans. Et en fait, c'est ça qui nous manque encore. Et nous, c'est pour ça que nous, à Robert Debré, en tout cas, nous, on continue à suivre nos patients. On a des consultes de post, de ce qu'on appelle les anciens, qui sont des patients qui ont plus de 10 ans de recul. Et on continue. Et j'espère qu'à ma retraite, on pourra faire des beaux papiers.
Et là, il y a un papier récent que je vous ai mis comme référence qui vient de sortir, où ils reprennent un peu une grande majorité de ces principes. Et si vous le lisez, vous aurez une grande partie de ces règles-là. Voilà, je vous remercie. Merci Brice. On a peut-être le temps pour une question, si jamais il y a... Bon. De toute façon, je pense, Brice, que le dernier congrès que tu feras avant de partir à la retraite, il y aura encore un sujet sur le choix des niveaux. Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une commande. En expertise, en défense de praticiens, on est souvent confronté à des experts un peu dogmatiques. Tu nous as montré, Brice, que finalement, les dogmes, il y en avait tellement qu'il n'y en a aucun qui peut être considéré comme réellement vrai, enfin, en tout cas recevable. La commande, ce serait d'avoir un papier un peu pluricentrique qui expose que justement ces dogmes-là sont souvent incontournables. Alors, il y en a peut-être qui sont incontournables, mais de telle sorte qu'en défense expertale, on puisse avoir un document, peut-être même par le collège ou par une institution, mais qu'on puisse opposer à des experts un peu trop dogmatiques que, non, on ne peut pas considérer que c'est une faute d'avoir opéré, on ne peut pas considérer que c'est une faute de ne pas avoir opéré, on ne peut pas considérer que c'est une faute de s'être arrêté en bas, en haut, au milieu. Et ça permettrait de faciliter la défense des praticiens. Tu as déjà eu des expertises pour des gens qui se font réopérer? Tu as déjà eu des expertises pour des gens qui se font réopérer pour une erreur de niveau, par exemple, enfin pas d'erreur, mais sur la stratégie? Ça existe, ça? Alors, en général, le justiciable qui va porter plainte, c'est pas pour ce genre de considération. Il a juste entendu dire que c'est pas forcément exactement ce qu'il fallait faire. Merci au second avis. Et ensuite, on se retrouve en expertise. Et là, ça devient compliqué quand on a un expert qui va être d'une école ou d'une autre, ou qui n'est pas d'école du tout d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui n'y connaissaient rien, et qui vont piocher un dogme qu'ils vont adopter dans leur analyse médico-légale et qui vont effectivement charger. Alors en général, on arrive à quand même dédouaner, à retirer la responsabilité, mais c'est compliqué. Et puis il faut savoir que pendant ces expertises compliquées, on a un patient qui est là en train d'écouter et qui a l'impression qu'il a été maltraité. Alors que si on pouvait, en 2-3 minutes, dire à l'expert, écoutez, le collège, la société savante de déformation dit bien qu'on est dans les clous, donc on passe cette question-là, on arrête d'inquiéter le patient qui nous écoute, et on passe au chapitre suivant. Non, c'est une bonne suggestion, je ne sais pas, il faudrait qu'on en reparle peut-être effectivement. Non, c'est une bonne idée. Bon, merci. On va enchaîner. Donc, il me reste 6 minutes pour vous présenter les techniques de réduction. Je vais sûrement dépasser un peu. Bon, voilà. Donc, juste rapidement, en guise d'introduction, un peu d'historique. Donc, les premières véritables réductions de déformation, les premières réductions chirurgicales de déformation scoliotique, elles ont été faites ou publiées, en tout cas, dans les années 50, le principe, c'était une distraction en se basant, en s'appuyant sur les vertèbres limites supérieures et inférieures, en distractant la concavité, ce qui permettait de diminuer l'angulation scoliotique. Et puis, dans les années 60, il y a eu donc l'avènement des tiges de Harrington, dont le principe, encore une fois, était une distraction en s'appuyant sur les vertèbres limites supérieures et inférieures et en faisant une greffe de toute la zone pour réaliser une arthrodèse qui permettait d'avoir des corrections acceptables, on va dire, en tout cas dans le plan coronal et pérennes dans le temps, puisqu'il y avait une arthrodèse qui était réalisée. Les écueils de cette technique, c'était le fait qu'en distractant, on remettait la colonne droite de face, mais on la remettait aussi droite, on la mettait droite de profil aussi, avec des problèmes en particulier aux zones jonctionnelles, avec des syphoses jonctionnelles proximales ou distales.
Et dans les années 70, on a eu l'apparition du vissage pédiculaire, avec notamment les plaques de Roi Camille. Et la véritable révolution en termes d'instrumentation, ça a été dans les années 80 avec Yves Cotterell et Jean Dubousset qui ont développé le concept de fixation segmentaire, ce qui permet d'avoir une correction dans les 3 plans de l'espace de la déformation. Et donc cette fixation segmentaire, elle vient du fait que on a une amélioration à ce moment-là, on a eu une amélioration de la compréhension de la déformation avec vraiment la compréhension du fait que c'était des déformations dans les 3 plans de l'espace et que si on voulait améliorer ces déformations, si on voulait améliorer la correction, il fallait essayer de jouer sur les 3 plans de l'espace et donc il fallait multiplier les ancrages sur le rachis pour pouvoir jouer sur tous ces paramètres, sur les 3 plans. Donc toutes les techniques modernes d'instrumentation et de correction, elles sont directement dérivées de l'instrumentation de Cotterell et Dubousset. Et donc on en distingue principalement 4 qui sont le cantilever ou la réduction de proche en proche, la translation postéromédiale, le cintrage in situ et la dérotation de tige. Donc la rotation de tige ou la dérotation de tige, c'est ce qui avait été décrit initialement par Cotterell et Dubousset. Donc le principe, c'est de mettre une tige cintrée dans le malade qui adopte plus ou moins la courbure dans le plan frontal et puis de tourner, une fois qu'on est ancré aux vertèbres, de tourner la tige, de la faire tourner pour transformer les courbures frontales en courbures sagittales. Donc c'est un principe qui est relativement simple et relativement efficace. Il n'y a pas énormément de... Enfin, on y reviendra après, mais en fait, quand on essaye de s'intéresser à la littérature et aux résultats des techniques prises individuellement, finalement, il n'y a pas grand-chose parce que, vous le verrez, en fait, on n'utilise rarement qu'une seule technique. Mais enfin bon, sur la rotation de tige, on retrouve des corrections d'à peu près 65% dans la littérature, avec une syphose qui est rapportée comme étant normale chez 80% des patients. Donc, quand on sait la difficulté d'analyser l'alignement sagittal, c'est difficile de se dire qu'on... on n'a pas de critères objectifs pour dire qu'il y en a 80% qui avaient un profil normal, mais enfin bon. À l'opposé, on a des papiers qui décrivent une diminution des courbures sagittales, en particulier de la syphose thoracique avec cette technique. Je passe rapidement sur l'analyse de la littérature, mais bon, globalement, on a des résultats qui étaient décrits comme étant assez satisfaisants, mais surtout sur la face. La deuxième technique, c'est le cintrage in situ. Donc, c'est une technique qui a été principalement rapportée par l'équipe de Strasbourg avec Jean-Paul Steib et Yann-Philippe Charles, dont le principe est de mettre une tige, pareil, cintrée dans le malade qui épouse à peu près la forme de la colonne. Et puis, une fois qu'on a verrouillé tous les implants, on prend les fers à cintrer et on essaie de remettre tout ça droit. Donc, ça demande probablement une expertise assez importante et je ne suis pas certain que ce soit une technique qui soit très reproductible, en tout cas pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Mais dans le papier de Philippe Charles de 2012, il y avait 54 patients, il avait une amélioration significative du plan coronal. Bon, heureusement, quand on opère une scoliose, on essaye d'avoir une amélioration de l'angle de Cobb significative. Et puis un effet modeste sur les courbures sagittales avec une diminution de T4, T12 de 2 degrés, ce qui n'était pas significatif. Donc en gros, on ne change pas les courbures sagittales, mais on change la forme de la syphose avec une augmentation de la syphose du rachis thoracique inférieur et une diminution de l'hypersyphose thoracique proximale. La troisième technique, c'est le cantilever. Donc, c'est la réduction de proche en proche. C'est ce qui était utilisé très largement par les équipes nord-américaines, donc qui consiste à persuader la tige de proche en proche. On commence par le proximal ou par le distal, et puis on va venir avec des rockers ou des persuadeurs pousser la tige dans les implants pour réaligner le tout. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien, mais le problème c'est que si vous poussez votre tige et que votre rachis il est un peu raide, vous allez aplatir votre tige, et donc c'est ce qui a été largement décrié dans cette technique-là, c'était l'absence d'amélioration du plan sagittal, voire la dégradation du plan sagittal chez des patients qui avaient une syphose thoracique préopératoire normale. Et la dernière technique qui est décrite, c'est la translation postéromédiale. Donc le principe de cette technique-là, c'est l'inverse du cantilever, c'est-à-dire qu'on met notre tige qui est cintrée comme on le voudrait
dans le plan sagittal et on vient l'accrocher en haut et en bas. Et puis ensuite, avec des implants, on va venir tirer le rachis vers la tige et non pas pousser la tige vers le rachis. Donc il y a l'avantage de ça. Hein, donc c'est une translation postéro, donc c'est-à-dire qu'on va tirer le rachis vers l'arrière pour augmenter la syphose thoracique et médial vers la ligne médiane pour corriger l'angle de Cobb. Donc ça peut se faire avec deux types d'implants globalement. Hein. On le fait soit avec des vis, et c'était le système Colorado qui a été utilisé, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense dans les années 2000, et puis ensuite qui a été amélioré ou transformé avec... alors c'est comme à la télé, il faut que je cite plein de marques. Donc le Pass LP de Medicrea qui est devenu maintenant Medtronic, mais qui se fait aussi avec le Stryker Mesa 2, j'en ai pas d'autres, le Keron. Voilà. Donc il y a plein de boîtes proposent ce type de système. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de comprendre que dans ce système-là, on a des réducteurs ou des systèmes de filetage qui permettent de tirer la vis vers la tige, la vis et la vertèbre vers la tige, et non pas l'inverse. Pour avoir le même type de réduction, on a les bandes sous la mer ou sous transversaires qui permettent aussi on vient se fixer à la vertèbre sous la lame ou sous la transverse, et en mettant en tension progressivement les liens, on va venir ramener la vertèbre vers la tige. Donc ça permet globalement, que ce soit avec les vis ou avec les tiges, d'avoir des corrections coronales qui sont tout à fait satisfaisantes et une augmentation de syphose thoracique, encore une fois, qui est rapportée dans les deux types d'implants en utilisant cette technique. Donc c'est à la lecture de la littérature, c'est probablement une technique qui permet, qui est supérieure aux autres pour corriger le plan sagittal. Donc on va regarder maintenant les articles qui s'intéressent à comparer les différentes techniques, puisque finalement c'est difficile à la lecture de la littérature de savoir si on a une technique qui est supérieure à une autre. Donc en fait il y a assez peu de papiers qui rapportent les résultats des comparaisons, pour la simple et bonne raison, encore une fois, parce que ça sera la conclusion, mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on n'utilise jamais qu'une seule technique de façon individuelle. Donc on a des papiers qui comparent la rotation de tige et la translation postéromédiale et qui retrouvent des résultats similaires dans les trois plans de l'espace. Il y a une étude qui est une étude biomécanique sur spécimen. On a Jean-Luc Clément de Nice qui avait rapporté les résultats de sa technique c'est une réduction simultanée sur les deux tiges par translation postéromédiale avec des vis comparé au cantilever, et donc qui retrouvait une meilleure restauration de la syphose thoracique quand on utilisait la translation, en particulier chez les patients hyposyphotiques en préopératoire. Brice avait publié en 2010 la comparaison du cintrage in situ et des bandes sous la mer, donc la translation postéromédiale, et qui retrouvait là aussi une meilleure correction de la syphose thoracique, et en particulier une augmentation de la syphose thoracique versus une diminution avec le cintrage in situ, et une correction frontale qui était meilleure aussi avec la translation postéromédiale. En 2019, moi, j'avais eu la chance de pouvoir comparer les résultats des patients marseillais avec une translation postéromédiale à l'aide de liens, à des patients new-yorkais qui avaient eu une correction par cantilever avec des vis, et donc on retrouvait là aussi une augmentation de la syphose thoracique qui était bien meilleure avec les liens. Et puis, à l'issue de ça, donc toute cette revue de littérature, c'est un travail que j'avais fait pour une table ronde de la SFCR que j'avais dirigée avec Jean-Luc Clément, qui avait pour objectif de comparer ces 4 principales techniques. Donc on avait 9 centres, on a inclus plus de 600 patients avec 15 ans de moyenne en recul, avec 4 ans de recul en moyenne. Et donc on a retrouvé des taux de correction coronale qui étaient globalement similaires, entre 50 et 70%, on va dire, il y a une différence qui est significativement différente d'un point de vue statistique, on n'a pas des différences majeures. Et sur le plan sagittal, on avait là par contre des différences qui étaient bien plus significatives avec et les résultats de cette étude, c'est que ça confirme que la translation postéromédiale, ça permet d'augmenter significativement la syphose thoracique, et en particulier chez les malades qui ont une hyposyphose thoracique, et c'est important puisque c'est chez ceux-là qu'on va vraiment vouloir modifier le profil. Donc le fait de tirer les vertèbres vers la tige, ça permet d'avoir une meilleure réduction du plan sagittal.
Voilà, quelques exemples cliniques. Hein. Ça, c'est la correction sagittale selon les différentes la correction coronale selon les différentes techniques. Et vous voyez qu'il n'y a pas tellement de différence. Et sur la correction sagittale, on voit que voilà, le cantilever, ça aplatit. Alors, c'est dépendant de plein de choses. C'est dépendant de comment était cintrée la tige. On n'en sait rien. C'est dépendant de comment le chirurgien a fait pour opérer. Quel était son objectif de correction du profil. On est tous bien d'accord. Mais n'empêche que voilà, sur des grosses cohortes, on a quand même plusieurs centres qui faisaient les différentes techniques. Et on a quand même une augmentation de syphose qui était significativement meilleure avec la translation postéromédiale. Donc en conclusion, on a une évolution des types d'instrumentation qui vont nous permettre d'avoir des ancrages multiples au niveau du rachis et donc de pouvoir faire un peu plus ce qu'on veut avec les vertèbres et d'améliorer la correction dans les 3 plans de l'espace. Les 4 techniques principales, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que dans le plan coronal, elles ont pas tellement dans le plan frontal, elles n'ont pas tellement il n'y a pas tellement de différence entre les différentes techniques et finalement vous ferez ce que vous savez faire. Mais par contre, dans le plan sagittal, et de plus en plus, on comprend le plan sagittal et on comprend son impact sur l'avenir à long terme et sur la survenue de complications mécaniques. Donc il y a probablement un vrai intérêt à la restaurer de façon correcte. Et dans ce cas-là, la translation postéromédiale permet une meilleure correction du profil. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu l'évolution des gammes d'instrumentation des différents industriels, vous voyez que de plus en plus d'instrumentation à l'aide de vis permettent de faire de la translation postéromédiale. Donc c'est que probablement qu'il y a quand même un vrai intérêt à faire ça. Et donc, comme je vous le disais, comme je vous l'ai dit pendant le topo, en pratique, il y a plusieurs... on utilise une combinaison de techniques parce qu'en plus de ces 4 techniques de réduction, on a des manœuvres dites accessoires, la dérotation vertébrale directe, la distraction concave ou la compression convexe, les connecteurs de dérotation avec certaines instrumentations, le cintrage différentiel de tige. Voilà, ça c'est un exemple. On peut, chez toutes les radios post-op, on peut faire ça. Hein. Une malade que j'ai opérée, où je lui ai fait de la distraction dans la concavité, j'ai fait de la dérotation avec les vis dans la convexité de la couverture principale, j'ai fait de la translation médiale et de la translation postérieure, un peu de cintrage in situ à la fin pour récupérer ce que j'avais perdu comme cintrage de face avec mes liens, du cantilever en bas et puis du cintrage différentiel parce que mes 2 tiges n'avaient pas le même cintrage. Donc globalement, c'est de l'art, hein, la chirurgie. Hein, donc il y a plein de techniques différentes qui sont utilisées. Mais je pense que s'il faut que vous reteniez quelque chose, c'est que si de plus en plus d'industriels proposent de la translation postéromédiale avec les vis, c'est que c'est quand même ce qui permet de restaurer le profil de la façon la plus efficace. Merci.